Voilà, donc nous, on a décidé de présenter cette soirée à trois, et on avait envisagé, en fait, avec plein de monde, et surtout plein de monde pas forcément proche de nous. Donc, on avait imaginé de se présenter. C'est quoi BNM? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Et on avait envie, en fait, de s'identifier comme des citoyens néophytes, qui sont, mine de rien, montés en compétences depuis le démarrage de cette histoire, il y a 5 ans. On n'est pas tous là depuis 5 ans. Il y a des gens qui sont là depuis quelques mois, d'autres un peu plus, etc. Mais en tous les cas, il y a quand même cette idée d'espace citoyen qui monte en compétences, et cette soirée, elle en fait partie. Je prends mes lunettes, j'ai pris des notes. L'organisation de BNM, c'est des réunions hebdomadaires. On se voit une fois par semaine, plus ou moins assidûment. Il y a des gens qui viennent, des gens, il n'y a pas de problème. Ces organisations BNM hebdomadaires, c'est 79, pardon. BNM 79. C'est l'occasion pour nous de balayer l'actualité, de travailler des questions logistiques, des questions de communication, etc. Des questions d'organisation. Et pour ça, c'est donc un rythme soutenu, mine de rien. On a eu des rendez-vous importants là depuis 1 an, voire un peu plus d'1 an maintenant. Et il y en a un prochain important. Mais BNM, c'est aussi la constitution de groupes de travail. Et je vais vous en citer quelques-uns. Il y a des gens actuellement qui travaillent notamment sur ce qu'on appelle des groupes d'enquête, nous on appelle ça comme ça, sur le fameux BRGM. Déjà, je vais avoir du mal à le dire, Bureau de recherche géologique et minière. Et ce BRGM, en fait, il est porté comme un étendard par les pro-bassines. Donc il nous paraissait important d'avoir un groupe qui travaille sur ce rapport pour éventuellement le contester d'une manière scientifique. Donc on a des gens qui travaillent là-dessus, parce qu'on a quelques cerveaux au sein de notre organisation. On a un autre groupe qui travaille sur les pratiques agricoles territoriales, mais d'une manière précise, et qui vont aussi nous faire un rapport. J'oubliais le BRGM, il va y avoir une conférence de presse sur cette question-là, le 4 février. Donc le 4 février, c'est là qu'ils rendent leur copie, en fait, pour nous présenter un document qui va nous permettre de, au fond, apporter des éléments qui contestent cette légitimité-là que se donne la Côte de l'eau et l'État. On a aussi un autre groupe qui est en train de se constituer sur l'environnement institutionnel de la gestion de l'eau. Donc l'agence de l'eau, le comité de bassin, les SAGE, les SDAGE, enfin tout ce lexique quelquefois un peu difficile à comprendre, c'est complexe. Donc on a un groupe qui commence à s'installer sur cette question-là. Voilà, en fait on a envie de dire, c'est ce qu'on s'est dit ensemble, qu'on aurait envie de s'identifier comme en fait un laboratoire citoyen sur ces questions-là. Voilà, BNM c'est ça aussi pour nous. Et cette soirée, je laisse la parole à Uriel, il faut vous la présenter, parce qu'elle en fait partie. Dans cette logique un peu de laboratoire citoyen, on propose ce type de soirée-conférence en se disant que c'est important quand on lutte de pouvoir se doter d'outils, d'armes, qui sont des outils de réflexion, de connaissance, et surtout pour avoir des clés de compréhension, et notamment sur toute la problématique et les enjeux de la gestion de l'eau. Donc on a identifié plusieurs pôles. On s'est dit qu'il fallait absolument pouvoir acquérir des compétences sur la question environnementale, notamment la connaissance des milieux naturels, la ressource en eau, le fonctionnement des écosystèmes et des zones humides. On a aussi identifié un besoin de connaissance de l'environnement institutionnel, connaître au niveau des instances de décision qui gèrent, qui financent, qui décident. On a également identifié des besoins de monter en compétence sur les mécanismes juridiques. Donc ça, c'est plutôt le volet de comment on peut contester et faire des recours sur les bassines existantes. Et
Aussi un point sur la connaissance, on aurait dit plutôt politique et sociétale. Et là-dedans, on inclut donc la connaissance du modèle agricole dominant et les alternatives à ce modèle, pour un peu penser quel monde on veut pour demain. Et donc sur ces besoins d'outils, de connaissances, de clés, ce soir on est très heureux d'accueillir 3 personnes qui vont pouvoir faire des interventions différentes. Donc on a M. Christian Amblard qui est directeur de recherche honoraire au CNRS, et donc sa spécialité c'est l'eau et les fonctionnements des systèmes hydrobiologiques. On a la chance également d'avoir Cécile Guénon qui est juriste en droit de l'environnement. Et ensuite, nous avons Nicolas Giraud qui est le porte-parole national de la Confédération paysanne. Et donc on a une petite proposition de format un peu type éducation populaire, et je laisse la parole à David qui va vous expliquer ça. Ouais, moi j'ai des petits bouts de papier parce qu'effectivement là on arrive à un moment donné où cette démarche de laboratoire citoyen elle produit des données avec des vrais scientifiques et aussi avec des vrais citoyens, et qu'il va falloir qu'on communique sur ce dossier du BRGM, qu'on communique sur d'autres analyses, à savoir le modèle vendéen par exemple. Là on a entamé le travail aussi d'expertise, et derrière l'idée c'est comment on va s'adresser au grand public avec des données assez techniques, assez scientifiques. Donc pour ceux qui veulent participer, il n'y a pas d'obligation. L'idée, ça serait que pendant le début de la conférence, là, vous puissiez noter un peu les grandes questions que vous vous posez aujourd'hui sur ce problème de méga-bassines, sur ces petits bouts de papier. Et que nous, ça nous serve un peu de base pour voir, on fait une soirée, on est en ce moment... donc si vous êtes venu là, c'est que vous vouliez en savoir un peu plus sur les différents thèmes qui sont proposés. Mais ça nous serait précieux de savoir plus précisément quelles sont les grandes questions que tout le monde se pose, de façon à pouvoir organiser notre communication derrière. Donc voilà, je vais faire passer les petits bouts de papier. J'ai 2 crayons. Donc je compte sur la générosité des gens qui en ont dans le public pour se faire passer les papiers, et qu'on peut dire que après vous pouvez, je vais déposer une urne sur le stand de com, là, j'ai trouvé un carton ou quelque chose, et en partant après vous pourrez déposer vos petits papiers qu'on se prendra un plaisir à dépouiller pour essayer de bien orienter notre communication. Je vous remercie. Et là, je vais passer la parole à Christian. Et moi, je vais pour être une des personnes qui court après un peu les scientifiques pour les faire adhérer à la cause, je vais remercier encore, bravo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui font la démarche de venir vers nous, de travailler avec nous, et c'est compliqué, ils ont des positions compliquées, donc bravo, merci. Merci à vous, merci pour votre invitation. Bonsoir. Donc, je vais vous parler d'eau. Et donc j'ai mis un titre sur un exposé que je fais différemment. J'ai une version longue et une version courte de cet exposé. Ce soir on est plusieurs intervenants, donc c'est la version courte. Mais j'ai quand même intitulé ça « L'eau au XXIe siècle, défi mondial et local », parce que comme tout le monde le sait, c'est vraiment un défi mondial, mais il se décline bien entendu à l'échelon local. Alors sur la question de l'eau, je m'y intéresse à différents titres. Je m'y intéresse comme chercheur au CNRS, mais aussi comme naturaliste, puisque je suis dans différents conseils scientifiques de réserve ou de parc ou du CSRPN, du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, ou tout simplement comme citoyen dans différentes associations de défense de l'environnement. Alors, si je devais résumer mon intervention, il y a 3 points essentiels qui vont structurer ce que je vais vous dire. C'est 3 constatations qui sont aussi bien vraies au niveau mondial qu'au niveau local. Le premier point, c'est que l'eau douce est une ressource rare. On verra pourquoi tout à l'heure. Le deuxième point, c'est que l'eau est très inégalement répartie, à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps.
Et malheureusement, le troisième point, le plus global, le plus général, c'est que malheureusement, l'eau est de plus en plus polluée. Alors, premier point, l'eau douce est une ressource rare, tout simplement parce que la planète Terre, c'est la planète bleue, certes, mais c'est une planète bleue parce qu'il y a beaucoup d'eau salée, puisque les mers et l'eau des océans représentent 97,5% des réserves en eau. Donc les eaux douces, c'est plus que 2,5% de l'ensemble de l'eau sur notre planète. Et une fois que j'ai dit ça, il faut que je dise tout de suite que sur ces 2,5%, les 3/4, c'est de l'eau sous forme de glace, aux deux pôles et puis en haute montagne. Et puis il y a une partie également non négligeable qui est sous forme d'eau souterraine, ce qui fait finalement que l'eau douce, qui est de l'eau de surface directement accessible pour les, disons pour les activités humaines, c'est très très peu. C'est une ressource rare, c'est 0,02% de l'ensemble de l'eau totale sur notre planète. Alors bien entendu, si une ressource est rare, eh bien ça va conduire à un certain nombre de conflits. Et il y a des conflits qui se situent à différents niveaux. Il y a des conflits internationaux qui sont liés à l'eau. Et généralement, c'est parce qu'il y a un cours d'eau qui traverse plusieurs pays. Et dans un contexte de ressources limitées, bien entendu, ça crée des problèmes. Alors j'ai noté ici quelques exemples. Autour du Jourdain, du Tigre et de l'Euphrate, au Moyen-Orient, il y a eu des conflits entre Israël et les États arabes, dont la guerre des 6 jours d'ailleurs, qui était en partie justifiée par ce problème de l'eau. Si on est en Asie, autour du Mékong, du Gange et de l'Indus, il y a eu beaucoup de frictions entre le Tibet, la Chine et l'Inde. En Afrique, c'est la même chose, autour du Congo et du Nil, entre différents pays, donc l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Et puis il y a l'exemple de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, avec ce grand fleuve qui est le Colorado, qui prend donc sa source en Amérique du Nord, mais qui ensuite passe au travers des États-Unis et va au Mexique. Eh bien, sachez que quand ce grand fleuve arrive dans le golfe du Mexique, on n'a plus que 9% du débit initial de ce fleuve. Tout simplement parce qu'il a servi à beaucoup d'irrigation aux États-Unis, et si bien qu'il y a une communauté d'Amérindiens, les Kukapas, qui ont finalement été pratiquement obligés de déménager parce que la pêche n'était plus possible dans ces conditions. Donc vous voyez que la cause la plus fréquente de ces conflits au niveau international, c'est une gestion unilatérale d'un pays, alors que ça nécessiterait une gestion, bien entendu, concertée, globale, solidaire, entre l'amont et l'aval. Alors, des conflits d'usage, il y en a aussi en France. Pour qu'il y ait conflit d'usage, il faut qu'il y ait plusieurs utilisations. Je vous rappelle simplement ici qu'en Europe, vous avez 4 grands types d'utilisation de l'eau douce. Donc l'usage domestique, c'est de l'ordre de 12% de la ressource. L'usage agricole, c'est de l'ordre de 48%, mais il faut savoir qu'en période de tension, c'est-à-dire en période estivale, ça peut monter jusqu'à 70%. Ensuite, il y a l'usage industriel, dont la commercialisation de l'eau, mais là c'est très variable selon les régions, c'est de l'ordre de 40%, mais il ne faut pas, bien entendu, oublier les besoins des écosystèmes naturels. Alors chaque fois qu'il y a des tensions, qu'il y a des conflits d'usage, il est toujours bon de se reporter à la loi de 2006, qui définit l'eau comme un bien commun de la nation, et qui cite finalement quelles sont les priorités d'usage de l'eau douce dans notre pays. Donc la sécurité civile, l'adduction d'eau potable, l'alimentation des milieux naturels et agricoles, et puis ensuite éventuellement des commercialisations, mais qui ne sont même pas citées. Donc c'était le premier point. Deuxième grand point, je vous ai dit, l'eau douce a une répartition très inégale, et aussi bien dans l'espace que dans le temps. Alors dans l'espace, vous voyez, selon les continents, bien entendu, c'est en kilomètres cubes par an. Vous voyez bien entendu qu'en Asie, en Amérique du Sud, il y a des grandes quantités de ressources en eau douce. Mais bien entendu, il faut tempérer ça, si je puis dire, par la taille de ces continents. Il y a beaucoup moins d'eau en Océanie ou en Europe. Mais bien entendu, cela dépend de la taille de ces continents. Mais il y a aussi une répartition inégale de l'eau douce au niveau des pays. Et il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a à peu près 195 pays qui sont reconnus et répertoriés. Et bien sur ces 195 pays, il y en a 10 qui concentrent 60% de l'ensemble des ressources d'eau douce mondiales. C'est le Brésil, la Russie, le Canada, la Chine, l'Indonésie, les États-Unis, la Colombie, le Pérou, l'Inde et le Venezuela. Et bien entendu, à l'autre bout, si je puis dire, vous avez des pays très déficitaires, c'est plutôt l'Afrique du Nord, subsaharienne, et puis aussi
le Moyen-Orient qui sont très déficitaires. Et ici, sur ces graphiques, vous voyez quelle est l'évolution que l'on peut imaginer entre 2000 et 2025. Alors, il a été défini une quantité d'eau nécessaire par habitant et par an. Et vous voyez que c'est 1700 mètres cubes par an et par habitant pour avoir des ressources suffisantes. Alors, il faut savoir que ce chiffre-là intègre pas simplement l'eau de consommation, ni l'eau de toilette, hein, c'est l'eau nécessaire pour les aliments, pour les vêtements, et ainsi de suite. Hein. Eh bien, vous voyez qu'en 2000, il y avait à peu près 8% de la population mondiale qui n'avait pas le minimum vital d'eau, c'est-à-dire les 1700 mètres cubes par an et par habitant, et donc ça représentait à peu près 500 millions de personnes au niveau mondial. Eh bien, vous voyez qu'en 2025, la situation ne s'améliore pas du tout, puisque là, on est à 2,5 milliards de personnes qui n'auront pas le minimum vital en eau. Je viens donc de vous parler d'une répartition inégale dans l'espace. Maintenant, je vais vous parler d'une répartition inégale dans le temps. Alors, vous savez très bien, bien entendu, que sous nos climats, et notamment dans les zones tempérées, il y a toujours eu une variabilité saisonnière des précipitations, avec une alternance de fortes et de faibles précipitations selon les saisons. Le problème, c'est qu'avec le dérèglement climatique, dont nous sommes responsables, le problème, c'est qu'on a accentué cette variabilité saisonnière. C'est-à-dire que les prévisions nous disent que, au cours des décennies à venir, en été, on risque d'avoir moins 20% de précipitations, mais comme il n'y aura pas une baisse très globale, très significative de l'ensemble, des précipitations sur l'ensemble de l'année, ça veut dire qu'il y aura des saisons, notamment en automne et en hiver, où il y aura des précipitations importantes et notamment et potentiellement violentes. Mais le problème, c'est qu'en période estivale, on aura moins 20% de précipitations, et donc, évidemment, c'est une moyenne, et donc, évidemment, ça pose des problèmes. Alors, par rapport à cette gestion temporelle, cette variabilité, saisonnière des précipitations en eau, on peut se dire que pour l'agriculture, quelle va être la solution? Alors, la fausse bonne solution, très simple, mais vous verrez que c'est finalement plutôt simpliste, c'est de dire, on va faire des bassines, on va faire des barrages, et puis, on s'en servira en été. On va voir que c'est pas vraiment comme ça que ça doit marcher. Je pense que la solution efficace, responsable, c'est une gestion intelligente de l'espace. On en reparlera, mais il faut réduire le ruissellement, il faut augmenter l'infiltration, et il faut surtout modifier l'ensemble des pratiques agricoles et de la gestion de l'espace. Alors pourquoi je dis que les barrages et les bassines, c'est absolument pas la solution? Alors je l'ai déjà dit cet après-midi, mais je vais le répéter, je le répéterai aussi demain. C'est que si on parle de barrage, quand on fait un barrage, par définition, on assèche l'aval quand même. Et puis on brise ce qu'on appelle la continuité écologique. Vous savez qu'il y a eu un Grenelle de l'environnement qui avait mis en priorité ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. C'est-à-dire les trames vertes, c'est la végétation, la trame bleue, c'est l'eau. Et tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont besoin de changer, d'évoluer, de changer de lieu pour pouvoir accomplir leur ensemble de cycles de vie. Les poissons migrateurs, par exemple. Et donc, évidemment, lorsque vous avez des barrages et puis des échelles qui sont des vraies échelles à poissons, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc là, on coupe vraiment le fonctionnement écologique du cours d'eau. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on parle de bassines, comme je l'ai déjà dit, on fait monter de l'eau qui vient du sous-sol, des nappes phréatiques, par exemple. On fait monter cette eau en surface et on l'expose au rayonnement solaire. Et donc il y a deux conséquences négatives. La première conséquence, c'est qu'on va évidemment provoquer de l'évaporation de cette eau, hein, surtout dans ces grandes étendues qui n'ont aucune haie autour et ainsi de suite. Il va y avoir une évaporation extrêmement importante. Je fais référence toujours à une étude qui a été faite sur les grands lacs nord-américains qui ont montré qu'en été, en période estivale, vous aviez entre 20 et 60% de perte des flux entrants par évaporation. Donc c'est extrêmement important, c'est une perte quantitative. Mais vous avez aussi une dégradation de la qualité de l'eau, parce que quand vous faites une fois de plus remonter cette eau en surface et que vous l'exposez au soleil, vous la réchauffez, et vous allez la réchauffer d'autant plus que les profondeurs par rapport à la surface ne sont pas extrêmement importantes, et donc vous allez favoriser le développement, la multiplication des micro-organismes. Et donc c'est en fait le gros problème des milieux aquatiques
dans la plupart des régions, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'il y a un développement extrêmement important, beaucoup trop important, des micro-organismes dans l'eau, parce que vous allez avoir donc une température élevée, vous allez avoir des engrais qui vont être dans cette eau, et donc les organismes vont vraiment beaucoup se développer. Et le pire des scénarios, c'est que lorsque dans ces plans d'eau, il va se développer ce qu'on appelle des cyanobactéries, qui sont aussi des micro-organismes, mais c'est des micro-organismes qui peuvent être potentiellement toxiques, qui dégagent des toxines. Et là, vous n'avez plus aucune possibilité d'usage du plan d'eau. Hein. Il y a souvent des cas en plein été où on interdit la baignade, par exemple, tout simplement parce qu'il y a eu des développements de cyanobactéries et qu'il y a des toxines dans l'eau. Donc, évidemment qu'on favorise cela lorsqu'on fait monter l'eau en surface, surtout sur des faibles profondeurs, en augmentant la température de cette eau. J'ajoute également, pour ceux qui font de l'écologie, que ce genre d'écosystème aquatique, c'est-à-dire bien exposé au soleil, peu profond mais très très grand, c'est un milieu idéal pour faire développer ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, les EEE. Et là, vous avez la Jussie, vous avez un tas de mollusques, les écrevisses américaines, et ainsi de suite, qui, n'ayant pas de facteur de régulation, vont prendre la place des autres espèces qui devraient être là naturellement. Donc, ce que je pense, c'est que c'est un contresens total de faire passer la ressource en eau souterraine, qui joue son rôle dans les sols, il ne faut pas croire, qui humidifie les écosystèmes, de la faire passer en surface pour en perdre une grande partie par évaporation, détruire sa qualité, et puis, comme ça a été dit et répété, pour ne servir finalement qu'à une petite minorité d'agriculteurs. Surtout qu'on a un certain retour sur ces questions de bassines. Le Chili, par exemple, ça fait 35 ans qu'ils font des bassines. Et récemment, ils ont fait un peu le bilan, et ils ont montré que finalement, au Chili, le bilan était très négatif, voire assez catastrophique, parce que ça avait résulté en l'accaparement de la ressource en eau par une minorité de grands agriculteurs. Mais l'agriculture en général chilienne n'a absolument pas profité de ces bassines, au contraire, elle en a pâti. Il y a également l'expérience qui est faite en Espagne. Vous savez que l'Espagne, évidemment, bien avant nous, a été confrontée à ces problèmes de sécheresse et éventuellement de canicule. Et donc il y a des vallées espagnoles qui sont très équipées en barrages, et puis il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc ça a permis aux chercheurs de faire des études comparatives entre les deux. Eh bien, ça peut être surprenant, mais ils ont montré que les sécheresses les plus longues et les plus fortes étaient là où il y avait le plus de barrages. Tout simplement parce qu'il y avait une perte de la ressource par évaporation, d'une part, et deuxièmement parce que lorsqu'on crée, qu'on met de l'eau à disposition, eh bien il y a une consommation qui n'est absolument plus raisonnée et raisonnable. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là et du point de vue des références qu'on peut avoir, c'est tout à fait un échec. Alors ensuite, oui, effectivement, on répète que la plupart des exploitations agricoles ne sont pas équipées pour avoir une irrigation, c'est seulement 6% des terres actuellement qui le sont, donc c'est utile à une infime minorité d'agriculteurs. Comme je l'ai déjà dit aussi, jusque-là, l'essentiel de l'irrigation, c'était pour faire du maïs. Alors le maïs demande beaucoup d'eau, il demande beaucoup d'eau en été, le blé demande aussi beaucoup d'eau, mais il demande de l'eau au printemps, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis le problème du maïs, c'est qu'il est très déficitaire en certaines protéines. Et donc, sachant que le maïs qui est maintenant cultivé, il ne sert pas beaucoup à nourrir les hommes, il sert surtout à nourrir le bétail. Et bien dans les rations pour le bétail, il faut toujours ajouter du soja, par exemple, pour avoir une ration qui soit équilibrée. Et le soja, on va le chercher où? On va le chercher en Amérique du Sud. Et donc on alimente le problème que l'on se pose ici du dérèglement climatique. Donc c'est tout à fait problématique. Ensuite, ce que l'on peut dire également, c'est que ces bassines sont, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sont pour les 3/4 pratiquement financées par de l'argent public, pour ne servir qu'à une minorité d'agriculteurs, donc ça pose un réel problème. Donc au total, ce que j'ai mis ici, c'est que au lieu de régler un problème, les barrages et les bassines, c'est une espèce de fuite en avant qui aggrave la vulnérabilité de l'agriculture, et surtout, c'est ça le problème, c'est que ça retarde
la transition qui est vraiment nécessaire, qui est indispensable vers une agriculture plus résiliente, qui soit responsable, qui soit économe en eau, qu'on peut appeler de l'agroécologie, associée à l'agroforesterie. C'est absolument essentiel. Et puis globalement, on parle d'agriculture, mais je vous rappelle donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que l'agriculture, c'est quand même 50% de la consommation d'eau en France sur l'ensemble de l'année, et ça monte à 70% en été. Donc la conclusion, c'est que les bassines et les barrages, eh ben, c'est la privatisation en quelque sorte de la ressource en eau, au bénéfice de quelques agriculteurs de type industriel et intensif. Alors là aussi, hein, il faut bien voir que souvent on dit oui, l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture biologique c'est cher, c'est tout ça. C'est pas vrai ça. Ce qui est cher, c'est l'agriculture intensive, parce que quand vous comptez les externalités négatives, quand il faut dépolluer l'eau et soigner les personnes qui sont malades à cause des pesticides, eh bien ça coûte très très cher à la société. Beaucoup plus cher que le fait de manger des produits sains. Donc, je pense que, en plus, comme je le marque ici, c'est fait avec des subventions publiques, c'est tout à fait incroyable et inadmissible, surtout que l'eau est définie par la loi donc, de 2006 comme un patrimoine commun de la nation. Donc, ça me paraît tout à fait inacceptable. Alors, il y a d'autres effets négatifs hein, de l'irrigation, si on fait de l'irrigation vraiment en continu et de façon très importante. Pour le moment, ça n'a pas eu de conséquences très très fortes en France, enfin au moins à ma connaissance, hein, mais c'est ce qu'on appelle la salinisation des terres. Parce qu'il faut savoir que l'eau douce, même si ce n'est pas de l'eau salée, l'eau douce a des sels. Et elle a du sodium, elle a du magnésium, elle a du calcium, elle a du potassium. Et lorsque vous irriguez, que vous arrosez beaucoup, notamment par aspersion, eh bien l'eau s'évapore ou alors l'eau est consommée par les plantes que vous arrosez. Mais par contre, les sels, eux, ils restent. Ils restent à la surface de la sol des sols, et ils créent ce qu'on appelle des sols sodiques, et ces sols sodiques deviennent tout à fait infertiles. Et il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est à la marge, hein, puisque vous voyez que les données internationales nous disent que tous les ans dans le monde, on perd à peu près 1 million d'hectares dû au fait que l'irrigation a conduit à la salinisation des terres et donc à obtenir des sols sodiques. Il y a le Pakistan qui est bien connu pour ça, hein, qui a perdu 2 millions d'hectares, hein, et qui a, alors qu'il pensait avec cette irrigation continue avoir une production agricole plus forte, et bien finalement la production agricole a baissé de 30%. Et puis ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsqu'on irrigue, notamment par aspersion, comme je le disais à l'instant, toute l'eau n'est pas consommée ou toute l'eau n'est pas évaporée ou consommée par les plantes. Une partie redescend dans les sols, dans les nappes phréatiques, et bien entendu, comme elle a lessivé à peu près tout le champ et toute la plante, elle est très très chargée en pesticides et en intrants chimiques de toutes sortes et en engrais, et donc ça pollue également l'eau souterraine. Alors maintenant, si on dit ce qu'il ne faut surtout pas faire, il faut essayer de définir ce qu'il faudrait faire, ce qui serait souhaitable de faire. Eh bien, on est bien d'accord qu'il faut de l'eau pour faire de l'agriculture. Le problème, c'est que l'eau, il faut la retenir sur nos territoires, mais il faut la retenir non pas dans des bassines, mais dans les sols. Et pour la retenir dans les sols, il faut faciliter son infiltration et limiter au maximum son ruissellement. Et donc, vous comprenez bien que si on veut faire ça, il faut apporter beaucoup de modifications à l'ensemble des pratiques agricoles actuelles dans ce système agro-industriel intensif. Et il faut aussi modifier un petit peu la gestion de l'espace, j'en dirai juste un mot rapidement. Le problème, c'est que ce rapport est important, un ruissellement sur infiltration. Parce que de l'eau qui ruisselle ou de l'eau qui s'évapore, c'est pas de l'eau utile pour nos territoires. Il faut qu'elle s'infiltre pour qu'elle soit utile. Et le problème, c'est que tous les aménagements et toutes les pratiques agricoles intensives vont dans le sens inverse. Donc l'infiltration, c'est une épuration naturelle, c'est une constitution de réserve, donc un soutien des cages, et le ruissellement, c'est juste l'inverse. Le problème, c'est que tous les aménagements qui ont été faits au cours des dernières décennies favorisent le ruissellement. Alors ça peut être l'urbanisation avec les routes et les parkings, mais c'est aussi le problème du drainage des zones humides. On a perdu les 2/3 des zones humides en France, alors que vous savez que les zones humides fonctionnent justement comme des éponges, hein, retiennent l'eau quand il y en a beaucoup en hiver, au printemps, et puis la restituent progressivement à l'ensemble des écosystèmes. Donc en un siècle, on a perdu les 2/3 des zones humides. C'est 3 fois la superficie de la Corse. Une autre question importante, c'est le problème du bocage.
on n'a pas arrêté d'arracher les haies et les talus. On a perdu 70% des haies qui ont été détruites en un siècle. Ça représente quand même 1,4 million de kilomètres. Alors vous savez que tout ça est lié à ces fameux travaux connexes où il fallait agrandir les propriétés pour que les tracteurs puissent passer, et ainsi de suite. On voit le résultat que l'on peut avoir aujourd'hui. Plantation de conifères, bon, c'est pas tellement votre problème ici, mais les conifères avec les aiguilles forment un tapis qui est très peu finalement, où l'infiltration se fait très mal en quelque sorte. Et puis il y a le problème également de la mécanisation agricole. Alors il n'est pas question évidemment de revenir à la fourche et au râteau, que j'ai connu personnellement, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand on avait des terrains en pente, on travaillait en terrasse comme ça. Et il est bien clair que sur des terrasses, l'eau va s'infiltrer de façon relativement facile. Maintenant, les terrasses ont été supprimées, on travaille dans le sens de la pente, et bien entendu, au premier orage, qui est un peu fort, et bien l'eau, et puis quelquefois aussi la terre, se retrouve au fond de la parcelle. Donc c'est absolument pas la solution de travailler comme ça. Et dans les propositions qu'on fait en termes d'agroécologie, on parle de ce qu'on appelle des haies de rupture de pente. C'est-à-dire que dans les terrains en pente, on met perpendiculairement des haies comme ça, qui à la fois retiennent l'eau, retiennent la terre, favorisent l'ombrage, favorisent un climat plus humide, et sont extrêmement utiles pour l'agriculteur. Et puis évidemment, avec les outils qu'il y a maintenant, où les gens les voient à peine dans les tracteurs, tellement ils sont hauts là-haut, ils descendent jamais dans le pré d'ailleurs, le problème c'est que ces gros engins tassent le terrain et le rendent complètement imperméable, quoi. Donc c'est un problème supplémentaire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est relativement simple, c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Il y a un point essentiel, alors aussi bien pour le changement climatique que pour la biodiversité, que pour la gestion de l'agriculture. Planter des arbres et des haies, c'est essentiel. Ça régule le climat local. Lorsque vous avez un maillage de haies suffisamment serré, vous avez un climat local en été qui est plus humide. Tout le monde qui est un peu observateur voit bien que c'est dans les zones bocagères, en été, quand il fait bien sec, il y a la canicule, qu'il reste encore un peu d'herbe verte. Et puis pour le bien-être animal également. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et il faut bien entendu développer ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire associer les cultures et des plantations d'arbres, et puis ces fameuses haies de rupture de pente dont je vous parlais. Il faut, deuxième point, bien entendu, privilégier les variétés végétales et les races animales qui sont adaptées aux conditions de l'environnement dans lequel on est. On parlait du maïs, c'est une plante tropicale, il y a peut-être d'autres choses à planter à la place du maïs. Et puis quand je parle de ça, moi souvent je parle de biodiversité aussi, mais on parle souvent de la biodiversité sauvage. Mais c'est le même problème pour la biodiversité agricole. Elle est en train de s'effondrer, selon les données de la FAO, la biodiversité agricole s'effondre. Et lorsqu'on perd des espèces animales, des races animales ou des variétés végétales, on perd des solutions. On perd des solutions pour pouvoir s'adapter à des conditions qui peuvent être changeantes. Donc c'est essentiel d'avoir une grande biodiversité agricole, et malheureusement elle est en train de s'effondrer actuellement. Vous voyez, la FAO nous dit qu'on a perdu 75% de la biodiversité agricole au cours des dernières décennies. Donc c'est un point important. Autre point un peu plus technique, si je puis dire, c'est qu'il faut essayer d'éviter, alors les agriculteurs ici le savent, il faut essayer d'éviter d'avoir des sols nus en hiver, parce qu'il faut avoir des cultures intermédiaires pour éviter justement qu'il y ait trop de lessivage ou éventuellement trop d'évaporation. Et les deux derniers points sont importants, c'est qu'il faut absolument remplacer la fertilisation chimique que l'on connaît actuellement beaucoup trop par de la fertilisation organique. Parce que la fertilisation organique, elle augmente ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Et c'est ce complexe-là qui donne au sol une grande capacité de retenir l'eau. Donc c'est extrêmement important. Et puis le dernier point, c'est qu'il faudra avoir des sols vivants. Si on veut avoir une agriculture qui perdure dans le temps et qui soit résiliente, il faut avoir des sols vivants. Le problème, c'est qu'après 30, 40 ans ou 50 ans de grande agronomie, là, eh bien finalement, si on ne met pas d'intrants chimiques dedans, les sols, ils produisent pratiquement plus rien. C'est quand même un échec assez incroyable.
Donc il faut retrouver des sols vivants, et pour tout ça, il faut ce qu'on appelle une macrofaune et puis une microfaune, et notamment donc la microfaune qui va aérer le sol, qui va la désimperméabiliser, et dans ces cavités-là, c'est de l'eau qui rentre et qui y reste, et qui garde finalement une certaine fraîcheur, notamment les nématodes. Voilà, alors vous me direz, oui, mais pour faire ça, il faut changer. Certes, il faut changer, mais dans l'agriculture, on a quand même la chance d'avoir les moyens pour faire ce changement. C'est les crédits de la PAC. Parce que la PAC, c'est quand même tous les ans 9 à 10 milliards d'euros qui sont donnés à l'agriculture française. Si vous ajoutez les 4 à 5 milliards d'euros qui sont donnés au niveau national, vous avez 15 milliards d'euros de subventions à l'agriculture française. Alors, inutile de vous dire tout de suite que, je ne sais plus, je crois que le terme c'est que 20% des plus grandes exploitations consomment 60% des subventions, tout simplement parce que la PAC, pour l'instant, et dans une grande partie, elle est donnée à la taille des exploitations ou au nombre de cheptels. Ce qui est absolument pas une bonne chose, on pourra en reparler. Donc il faudrait réorienter ces crédits de la PAC, c'est-à-dire qu'il ne faudrait plus ces subventions à la taille de l'exploitation, mais il faudrait que les subventions soient coordonnées à la qualité environnementale des pratiques. Ça serait d'intérêt général pour la santé de l'environnement et pour la santé des consommateurs. Et donc, il y a aussi le problème, évidemment, on en parle tout le temps, mais il faut arrêter de favoriser l'accroissement systématique de la taille des exploitations. On n'en parle pas trop, mais il faut savoir que finalement l'agriculture, c'est le plus grand plan social de l'après-guerre. Il y avait 7 millions d'agriculteurs en 1950, et il en reste 400 000 aujourd'hui. Et bien entendu, on a remplacé les agriculteurs par du pétrole, de la chimie, des engins. Et puis finalement, s'ils étaient heureux, mais quand on regarde la profession agricole, c'est pas spécialement des gens qui sont heureux. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qu'il faut absolument changer. Et donc je pense qu'au lieu d'agrandir toujours les exploitations, il faudrait favoriser l'installation de nouveaux et de jeunes paysans qui seraient quand même plus sensibles à ces problématiques environnementales et de santé humaine. Alors après, des conditions là que tout le monde connaît, il faut favoriser les circuits courts avec des productions de qualité pour que les agriculteurs aient un revenu décent. Moi je pense que tous les agriculteurs, ils préfèrent vivre de leur production que vivre de subventions. Actuellement, ce n'est pas le cas malheureusement. Et puis, il faut former les futurs agriculteurs à l'agroécologie, à l'agroforesterie, donc dans toutes les écoles qui traitent de ces questions. Et je dirais qu'il faudrait aussi former les politiques, parce que quand on les entend, c'est pas brillant la connaissance qu'ils ont de ces questions-là. On a entendu un président récemment dire qu'il ne comprenait pas qu'on ait eu un problème climatique. C'est quand même assez incroyable. Là, je passe assez rapidement parce qu'on quitte un petit peu l'agriculture, mais pour cette histoire d'infiltration de l'eau et d'imperméabilisation, et de ruissellement, il y a aussi au niveau de l'urbanisation et de la gestion de l'espace où il faut avoir un certain nombre de modifications. Et il y a deux mots-clés, c'est la désimperméabilisation des sols, on vient d'en parler, et c'est aussi la végétalisation ou la revégétation des espaces, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient agricoles. Et en résumé, j'ai mis ici sous 4 points, c'est que vous savez que quand on a végétalisé une place, par exemple, ça a été montré l'an dernier au moment de la canicule, dans les villes dans une même ville, entre une place arborée et une place qui n'avait pas d'arbres, il y avait 10 à 15 degrés d'écart. C'est tout à fait phénoménal, donc c'est effectivement important. Ensuite, si l'eau s'infiltre au lieu de ruisseler très très vite, vous ne supprimerez pas toutes les inondations, mais vous baissez la nature, l'amplitude et le risque d'inondation quand même. Et donc ça limite aussi les effets de la sécheresse et de la canicule, et puis également ça maintient une certaine biodiversité, notamment si on a des sols vivants. Dernier point que je passe rapidement, c'est que je vous ai dit que l'eau était malheureusement de plus en plus polluée, alors que ce soit au niveau mondial. Alors quand on parle d'eau et de maladies, on parle de l'OMS, et de l'eau et de la santé humaine. Il faut savoir que 80% de toutes les maladies qui affectent l'hémisphère sud sont causées par de la consommation d'eau polluée. 80%. C'est extrêmement important, donc les diarrhées, les choléras, le paludisme.
Il faut savoir que l'eau polluée, c'est 50% de l'ensemble des décès des enfants en Asie du Sud-Est. 1,7 million enfants en meurent chaque année. Donc vous voyez que c'est extrêmement important, parce qu'on dit l'eau c'est source de vie, mais l'eau c'est aussi source de mort. Parce que si l'eau est polluée, eh bien, elle va véhiculer des maladies, des micro-organismes pathogènes, des métaux lourds, des produits chimiques qui soient vraiment très, comment dire, qui impactent vraiment la santé des humains. Et donc le problème, c'est un rapport de l'ONU qui nous l'a dit en 2017, c'est que dans les pays pauvres, à 90%, mais aussi dans les pays riches, à 30%, les eaux usées par les activités humaines sont rejetées dans la nature sans aucune épuration. Alors, je parle du niveau international, mais on peut aussi parler au niveau national. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, en octobre 2022, donc il y a 2-3 mois, il est sorti une étude des agences régionales de santé, des ARS, c'est pas comme disait notre avocat des gauchistes extrêmes, hein. Eh bien, ils ont montré quand même qu'en 2021, il y avait 12 millions de Français, c'est-à-dire 20% de la population, qui avaient une eau qui était non conforme aux critères de qualité. Alors ça ne veut pas dire non potable, hein. Alors là il y a des nuances, hein. C'est quelque chose. Hein. Mais donc il y avait 20% de la population française qui avait une eau non conforme aux critères de qualité en 2021. La cause, c'est qu'il y avait des pesticides et puis des produits de dégradation de ces pesticides qui se retrouvent des années et des années après encore dans toutes les eaux. Vous voyez que les chiffres là, 90% de la surface agricole reçoit des pesticides en France, 180 millions de tonnes de pesticides ont été épandues en 2021. Et donc le problème c'est que on teste les molécules mères, mais on ne teste pas les molécules ce qu'on appelle les métabolites, les molécules de dégradation, qui peuvent être aussi dangereuses que la molécule mère. Et donc c'est ce qui pose vraiment des problèmes. Et donc face à ce problème, eh bien, c'est un dépassement de normes de qualité. Donc avec le principe de précaution, normalement, on aurait dû dire que ce n'était pas autorisé à la consommation. Ça n'a pas du tout été suivi. Et puis vous savez quelle a été donc la proposition du ministère? Eh bien, il y avait deux choses à faire. Pardon. C'est que soit on changeait les normes, soit on arrêtait de quantifier les résidus de pesticides pour que tout redevienne normal. Eh bien, finalement, c'est la première des choses qui a été retenue, c'est-à-dire qu'on a changé la norme. Donc c'est de l'eau qui est non conforme et qui est potable. Et puis, alors ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est qu'il faudrait vraiment faire des études sur les impacts des métabolites. Surtout que quand on fait des études, vous allez le voir après, dans l'eau par exemple, on peut trouver 80 molécules différentes. Et donc, même si les molécules mères ont été étudiées, les molécules qui en résultent, les métabolites, on ne les a pas étudiées, et en plus il peut y avoir un effet cocktail entre toutes les molécules. Donc c'est extrêmement problématique. Bon, j'en arrive aux 3 dernières diapositives, pour vous dire que je viens de vous parler de l'eau, mais l'eau c'est finalement un marqueur, mais c'est un marqueur d'une situation très grave d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue plus général et beaucoup plus large. Et donc c'est pour ça qu'il y a une urgence, et c'est pour ça que moi je me déplace, c'est pour ça que je parle, c'est qu'il y a une urgence pour une transition écologique et sociale, solidaire, qui est absolue. On est à une époque charnière, hein. Et il faut bien savoir qu'on dit « oui mais la transition, il faut des moyens, ainsi de suite ». La non-transition coûtera beaucoup plus cher que la transition. Et c'est ça, il faut vraiment qu'on se le mette dans la tête. Mais c'est peut-être pas toujours à l'échelle des mandats électoraux. C'est ça un des problèmes. Le point positif, c'est que l'homme détruit la planète, mais il a aussi les connaissances scientifiques et les outils technologiques pour essayer de rendre cette transition possible. Hein, on peut parler de l'agroécologie. Il y a une étude récente qui a dit que l'agriculture biologique peut nourrir l'Europe en 2050 sans aucun problème. Il y a une autre étude qui est sortie, là, qui a été signée par l'INRAE, qui disait que les rendements maintenant en agriculture biologique pouvaient être aussi élevés qu'en agriculture chimique intensive. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut un vrai changement. Il ne faut pas apporter quelques petites mesurettes là, hein, qui sont souvent d'ailleurs, ce qu'on appelle du greenwashing. Hein. C'est-à-dire que c'est pas à la hauteur des enjeux, c'est de l'opportunisme politique. Hein. Si on vous parle de haute valeur environnementale, je pense que vous savez que ça ne veut rien dire du tout, quoi. Eh bien, ils essayent de faire avec ça. Ensuite, ce que l'on peut dire, bien entendu, c'est qu'il y a
comment dire, il y a souvent une expression, notamment dans les médias, c'est que, ah oui, mais l'écologie, tout ça, le passage vers les produits bio, c'est punitif pour les plus précaires. Mais c'est l'inverse, c'est l'absence d'écologie qui est punitive pour les plus précaires. C'est eux qui ont la malbouffe, c'est eux qui vivent dans des passoires thermiques, c'est eux qui ont tous les problèmes du manque, justement, de respect de l'écologie et de l'environnement et d'une agriculture de ce type-là. Et je fais souvent une analogie avec le collègue Hubert Reeves qui disait, vous savez, quand il y a un train qui roule à 300 km/h et qui va rentrer dans un mur, la solution, c'est pas de le faire passer à 250 km/h, la solution, c'est de changer de voie, de changer de train. C'est exactement ce qu'il faut pour l'agriculture. Voilà, j'en arrive pour vous illustrer notre problème plus global, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Alors la définition, c'est le jour de l'année où la population mondiale a consommé ce que la planète produit dans une année. C'est-à-dire que si on consomme plus que ce qu'elle produit, on attaque le stock, hein, et donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et vous voyez l'évolution, c'est que dans les années 70, c'était à peu près équilibré. En termes de ressources naturelles, la population mondiale consommait à peu près ce que la Terre produisait, les écosystèmes terrestres produisaient. Mais vous voyez que déjà en 2000, le 25 septembre, on avait déjà consommé ce que la planète avait produit dans l'année, donc on mangeait le stock. Et puis vous voyez que ça ne fait que se dégrader, puisque en 2022, c'était le 5 mai pour la France, et ce qui est évidemment tout à fait catastrophique. Alors après, vous voyez que tous les pays ne sont pas à mettre au même niveau pour ce qui est de la consommation et de la dégradation des ressources naturelles. Si tout le monde consommait comme les États-Unis, il faudrait 5 planètes Terre. Comme la France, il en faudrait quand même 3. Et évidemment, comme les pays les plus pauvres, une demi-planète suffirait. Mais là, ça veut peut-être dire aussi qu'ils n'ont pas un niveau de développement qui est normal et acceptable. Alors pareil, lorsqu'on a parlé des rejets de CO2, il y a eu un accord de Paris de 2015. Il faut savoir qu'en 2020, on ne l'a pas du tout respecté, puisque déjà, on avait rejeté le quota qu'on devait rajouter en une année, on l'avait déjà rejeté le 5 mars. Donc il restait toute l'année après. Et donc en 2019, il a été fait un calcul que l'ensemble de la population mondiale, c'est un peu une moyenne de ce qu'il y a au-dessus, a consommé l'équivalent de 1,8 terres. Donc vous comprenez que si on continue sur cette trajectoire-là, eh bien ça va poser un certain nombre de problèmes. Voilà, et ça c'est vraiment la conclusion. C'est une conclusion plutôt citoyenne. Pour vous dire que, comme j'ai déjà évoqué, cette transition qui doit être écologique, mais qui doit être aussi solidaire, ça devrait être un horizon commun, un horizon fédérateur, à la fois au niveau national, mais européen, voire même mondial. Et j'hésite pas à faire le parallèle avec finalement le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'était le siècle des Lumières, on luttait contre l'obscurantisme. Moi je pense que le XXIe siècle, ça devrait être un siècle de cette même nature pour ce qui concerne le respect du vivant. Et donc je pense que ça devrait être au même niveau, ça devrait être le grand dessein de toutes les sociétés. Et je pense que dans le marigot dans lequel nous sommes en termes de politique, je pense qu'un projet de cette nature-là, ça serait vraiment de nature à réhabiliter la politique, donc dans sa fonction qui est la plus respectable, hein, c'est-à-dire de faire valoir l'intérêt général dans sa dimension la plus universelle. Je vous remercie pour votre... On se disait que peut-être on allait d'abord écouter tous les intervenants et se laisser un temps d'échange collectif après, si ça vous va. Donc du coup, on laisse la place à Cécile Guénon. Cette présentation brillante, néanmoins un peu déprimante. Voilà, donc moi je m'appelle Cécile Guénon, donc comme ça a été dit, je suis de formation juriste spécialisée en droit de l'environnement et j'ai été pendant 9 années chargée de mission juridique au sein de l'association Nature Environnement 17 que j'imagine vous connaissez tous. Ce dont je vais vous parler là maintenant, c'est de l'outil juridique, puisque le thème c'est outils et nos luttes. Je vais vous parler de l'outil juridique, notamment contre les mégabassines, de comment, et surtout de mon expérience à moi. Je suis désolée, je parle d'où je suis, hein, mais je compte sur tous les militants présents dans la salle que je ne vois absolument pas, mais qui en savent beaucoup aussi pour compléter mes propos si besoin.
Donc voilà, de mon expérience de l'utilisation de cet outil juridique, notamment contre les projets de méga-bassines. Puisqu'on parle de droit, je vais faire, parce que je ne sais pas si tout le monde est très au clair avec ça, un tout petit mini historique de comment ces ouvrages, comment ces bassines est appréhendé par le droit. Donc un tout petit mini historique du droit sur l'eau en France. Puisque en fait, son évolution, il est symptomatique de l'évolution des préoccupations de la société en fait, sur ces thématiques. La première grande loi sur l'eau qu'on connaît, c'est la loi de 64. Et c'est la loi qui crée notamment la répartition entre différents bassins, qui instaure cette répartition de la gestion de l'eau en grandes agences de l'eau, sur des grands bassins hydrographiques, en dehors de toute limite administrative. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure on parlait de SAGE, de SDAGE. Il n'y a aucun de ces périmètres qui recoupe un périmètre administratif. Puisqu'en fait, la volonté d'organiser, en 64, quand on fait cette loi et quand on fait ce découpage, on se dit qu'on s'intéresse à l'eau comme entité hydrographique, on pense en termes de bassin versant. C'est hyper novateur à l'époque, hyper intéressant, et ça a été repris au niveau européen par la suite. L'Espagne faisait ça aussi déjà. Et à cette époque-là, quand on commence à se préoccuper d'eau, on a surtout des préoccupations sur la qualité de l'eau. On s'intéresse beaucoup à la qualité et beaucoup moins à la quantité. Après ça, par contre, il y a eu le grand développement de l'irrigation dans les années 70-80. Et là, la quantité commence à devenir une question avec les sécheresses de 76 et avec l'augmentation des prélèvements en eau. Et on se rend compte qu'il y a un problème de quantité, qu'on ne peut pas pomper sans que ça ait des incidences sur le milieu. Donc on a une seconde loi sur l'eau qui date de 92. Et c'est là, je suis désolée Christophe Rambert, c'est là qu'on décrète que l'eau est patrimoine commun de la nation. C'est dans la loi de 92 que c'est prévu. La loi de 2006 a complété ça ensuite. Et c'est cette loi aussi qui crée le régime d'autorisation administrative préalable qu'on appelle IOTA, installation, ouvrage, travaux et aménagement, où toutes les activités qui ont potentiellement un impact sur l'eau doivent faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation en fonction des impacts. On y reviendra, mais c'est à ce genre d'autorisation que sont soumises les bassines. Et deuxième chose qu'a apporté cette nouvelle loi sur l'eau, c'est aussi la gestion de crise qu'on connaît bien. Donc les arrêtés sécheresse, le cadre des arrêtés sécheresse. Et à l'époque, on crée ce régime-là en disant ça va nous servir en moyenne 2 années sur 10. Malheureusement, par exemple, ici sur le territoire de la Charente-Maritime que je connais particulièrement et Poitou-Charentes, on s'en est servi tous les ans depuis 2003. Donc il y a un petit problème. Voilà. Et ensuite, ensuite on a un jalon qui est important, c'est la directive cadre sur l'eau, qui est au niveau européen. Donc c'est le Parlement européen qui a initié ça en 2000 et qui fixe un cadre global pour tout le monde. Donc cette répartition par grands bassins hydrographiques, en disant on gère l'eau au niveau des grands bassins hydrographiques. Bon, en France, on les avait déjà, ça tombait bien. Et qui fixe des objectifs pour les États, 2 types d'objectifs: atteindre le bon état des masses d'eau en 2015 et de ne pas détériorer l'état existant des masses d'eau. Bon, pour l'objectif à horizon 2015, il a été repoussé, puis repoussé, puis repoussé, et aujourd'hui on en est à 2027 comme objectif. Mais bon, c'était hyper ambitieux pour l'époque de se donner 15 ans finalement pour atteindre ce bon état des masses d'eau. En France, cette directive cadre européenne, on l'a transcrite dans le droit en 2006, dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006. Et là, on est en plein après la sécheresse de 2003, où on accentue encore sur les problèmes de quantité. Je fais un gros trait, hein. Excusez-moi pour ceux qui connaissent parfaitement toute l'histoire. On s'intéresse, c'est là qu'on met en place ce qu'on a appelé des volumes prélevables. C'est-à-dire qu'on détermine par grand bassin quelle quantité d'eau on peut prélever pour tous les usages. Et on ne devrait pas aller au-delà de ces volumes prélevables. Bon, pour le marais de vin, il n'y en a pas des volumes prélevables. Il y a des volumes cibles. C'est presque pareil, mais c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et on crée aussi la gestion, ce qu'on a appelé un objectif de gestion collective, avec ces organismes uniques de gestion collective de la ressource en eau. On se dit que plutôt que chaque irrigant ait son autorisation à lui, et une fois qu'elle est donnée, finalement, on a peu de contrôle, on ne revient pas forcément dessus, voilà. On crée des autorisations collectives à l'échelle d'un sous-bassin cohérent, en disant à l'échelle du sous-bassin, on a des volumes prélevables qui normalement ont été fixés, on les décline à l'échelle du sous-bassin et on répartit ces volumes prélevables
entre tous les gens qui ont besoin de l'eau, en l'occurrence les irrigants. Donc ça c'est en théorie, ça marche bien, c'est beau, c'est magnifique, tout le monde est d'accord pour se partager l'eau, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, j'imagine que vous savez. Et ce qui est important de dire, c'est qu'avant cette loi de 2006, en fait, on avait zéro contrôle sur les prélèvements qui étaient effectués. On ne surveillait pas, on ne comptabilisait parfois même pas des forages qui n'avaient pas de compteur. Du coup, c'est pour ça que dans la lutte contre les bassines, dans les arguments juridiques, il y a beaucoup ces questions des volumes et de dimensionnement, puisque avant 2006, tous les volumes qui étaient fixés étaient relevés soit par la Chambre d'agriculture, soit déclarés par les irrigants, et en fait, on n'a pas forcément de mesure très précise des volumes qui étaient consommés. Donc à un moment, quand on a demandé, c'était important de pouvoir partir de cet état des lieux zéro pour savoir de combien il fallait qu'on diminue. Mais si on part d'un état des lieux qui est fictif et qui est augmenté, du coup on diminue fictivement aussi les prélèvements qu'on fait. Voilà pour le mini topo sur la loi sur l'eau, enfin sur les lois sur l'eau et sur le cadre juridique. Et du coup, ce que je voulais apporter comme précision, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'un jour les APNE, pourquoi Nature Environnement 17, pourquoi on s'est intéressé au droit comme outil, puisque en fait, notamment en Charente-Maritime, les militants étaient investis sur le partage de l'eau, la gestion quantitative depuis le début des années 2000. C'est pas un sujet nouveau qu'on a découvert comme ça récemment, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ça fait 20 ans que c'est un problème, la répartition de l'eau sur les territoires. Mais malgré leur investissement, malgré leurs alertes sur tout ce qu'on dit encore aujourd'hui, ils n'étaient pas entendus. Et donc à un moment, la lutte juridique, ça a été un moyen de faire valoir ces revendications citoyennes, puisque les APNE, les associations de protection de l'environnement, ça représente la société civile qui s'organise, qui se mobilise autour d'une cause. Et ça a été le seul moyen que les associations ont eu à un moment de faire valoir leurs revendications, ça a été de saisir le juge et de démontrer que ce qui était fait autour de cette gestion de l'eau était illégal. Et ça a marché. Et donc je parle des associations de protection de l'environnement, j'imagine que vous êtes à peu près familiers, mais voilà, c'est un réseau qui a une 50aine d'années. Et ça fait 20 ans que les associations de protection de l'environnement ont vraiment investi ce champ de la lutte juridique, en recrutant notamment des juristes un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, il y a 30 juristes salariés d'associations de protection de l'environnement sur le territoire national. C'est quand même énorme. Et ça permet de faire un réseau. Ça permet de faire un réseau dans lequel on mutualise nos expériences, nos décisions. On se forme, on s'auto-forme entre nous, on s'apporte des connaissances parce qu'on a chacun sur son territoire, on a des enjeux particuliers, donc on est en avance sur certains enjeux, et donc du coup on partage ces choses-là. Et puis surtout, on s'aide quand on en a besoin. Et les objectifs du coup du réseau juridique, il y a un réseau juridique national de France Nature Environnement, dont je fais toujours partie, qui a 2 principaux objectifs. C'est de 1, améliorer les textes qui protègent l'environnement, et 2, les faire appliquer. Parce que si on a des jolis textes mais que personne ne les applique, ça ne sert à rien. Et ce qui est important, c'est de voir que les associations qui représentent la société civile, elles ont la légitimité à intervenir. Et il y a même depuis 1976, et la loi sur la protection de l'environnement de 1976, le Code de l'environnement, le droit, prévoit que les associations de protection de l'environnement, elles ont un accès facilité au juge. On leur a fait ce cadeau-là. C'est facile pour elles de justifier d'intérêt à agir devant le juge. Elles peuvent se saisir des décisions environnementales et les contester devant le juge administratif ou alors le juge civil ou judiciaire, devant lequel on était aujourd'hui. Donc voilà, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de se mobiliser, d'utiliser cet outil, et on l'a fait. À Nature Environnement 17, par exemple, il y avait ces bénévoles qui militaient sur la gestion de l'eau. Donc Patrick qui est là, je ne sais pas où, mais qui est par là. Voilà, très bien. Et puis, je ne sais pas, il pourra peut-être raconter ça, mais un jour, peut-être, ils ont commencé à faire du contentieux. Et puis, ils sont rapidement venus à vous aussi de leur force bénévole, de la complexité des dossiers. Ils ont décidé de recruter une juriste, moi-même. Et je suis arrivée, moi j'y connaissais pas grand chose en gestion quantitative de l'eau, mais tout de suite on m'a mis dans le bain, on m'a dit on va tout expliquer. Voilà, et donc moi je suis restée 9 ans,
Et comment ça a pu se faire? Parce qu'il y avait des militants dans le conseil d'administration, il y avait un soutien fort des militants locaux. C'est-à-dire que pour une association départementale à l'époque embaucher une juriste, c'était très très engageant. C'était une décision politique forte qu'il fallait soutenir. Et donc je dis ça parce que je vous le dis, je ne sais pas comment vous êtes investis, mais c'est important qu'il y ait des gens, des militants investis dans les assos pour porter ces enjeux-là aussi, pour dire qu'on a besoin de cet outil-là et qu'on a besoin de... Pour ça, il faut du temps. Il faut du temps bénévole et du temps salarié. Donc l'asso a développé ce poste, et quand on est arrivé, il y avait déjà un groupe, une cellule juridique, un groupe de travail sur le juridique. Et donc on a continué à travailler comme ça, et on s'est fixé des orientations stratégiques. On n'a pas pris n'importe quelle décision comme ça en disant « Ah, on va l'attaquer ». On a dit, en fait, on a construit une véritable stratégie juridique. C'est-à-dire, quand on se posait la question de pourquoi on conteste une décision, est-ce que c'est partie de nos priorités? Quel est l'enjeu local? Quel est l'enjeu pour la faune ou pour l'eau? Ça nous permettait d'avoir des critères de référence, pour agir. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, on a construit une véritable stratégie juridique qui nous permettait de déployer nos efforts le plus intelligemment possible, et de se dire, quand on a un but, un objectif, quelle solution, parce que le droit c'est plein d'outils, quelle solution on va utiliser? On n'a pas qu'un seul outil. Et on va utiliser l'outil qui va être le plus préférable pour ce qu'on veut faire. Et malheureusement, parfois, la stratégie juridique, le droit, ça s'inscrit dans le temps long. Les tribunaux, ils mettent longtemps à juger. Il y a souvent des procédures d'appel. Donc voilà, on a des dossiers comme le dossier de la ZAD des Roches, je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Ça fait 13 ans qu'il existe et qu'il continue et qu'il n'est pas fini. Donc c'est le temps long, il faut s'accrocher. Et parfois, la décision arrive, on a raison, et en fait le mal est fait. Et ça, il faut savoir l'accepter aussi, parce qu'on travaille aussi à long terme, on pose des jalons. Et on se servira de ces victoires pour la suite. Et ce qui est hyper important, c'est que le juriste ou la juriste, il n'est pas naturaliste, il n'est pas hydrologue, comme monsieur en a. Il est juriste, donc il a besoin de l'expertise d'autres gens, de ses collègues, de l'autre réseau, des autres militants. Et notamment, au sein de l'association, ce qui m'a beaucoup aidé, et ce qui a fait que tous les contentieux qu'on a menés, notamment sur les bassines, quasiment tous, ont été gagnés, c'est qu'il y avait des militants de terrain qui connaissaient le terrain et qui avaient une véritable expertise, une expertise citoyenne. J'entendais parler d'un laboratoire de recherche citoyen. Je pense qu'il ne faut pas rougir, et il faut être fier de cette expertise, de cette intelligence citoyenne qu'on a en habitant sur un territoire et en le connaissant. Et c'est fondamental pour gagner les combats de bien connaître l'expertise, parce que les dossiers environnementaux, c'est des dossiers très techniques qu'il faut amener devant le juge de la manière la plus pédagogique possible. Mais il faut qu'on soit solide, parce que malheureusement, c'est souvent aux assos d'apporter toute la preuve de ce qu'elles allèguent. C'est-à-dire, j'en parlerai après sur la ZAD des Roches, mais on sait, on pressent qu'il y aura un problème pour le milieu avec le remplissage de ces ouvrages. Il faut le démontrer, alors qu'on n'a pas les moyens du BHM ou des bureaux d'études pour le faire, mais il faut arriver à le démontrer. Et ça repose beaucoup sur l'expertise citoyenne, et qui est très très forte. Vous avez tous collectivement une grande expertise et qu'il faut savoir mener. Et sur les bassines, par exemple, il y avait une stratégie à Nature Environnement 17, après Patrick me contredira si je dis des bêtises, mais de contestation systématique de ces ouvrages. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que les premiers, au départ, quand les premiers sont arrivés, il ne fallait pas que les premiers projets se fassent, sinon ça aurait été un exemple trop mauvais pour le territoire. Et puis après, il y en a plein qui sont arrivés, et il fallait à tout prix enrayer la machine. On s'était dit, il faut gagner du temps. Si on fait annuler, si on empêche les projets de se faire, si on empêche les projets de se construire, on va gagner du temps. Dans 5 ans, peut-être que l'agence de l'eau ne voudra plus financer, peut-être qu'il n'y aura plus d'argent pour ça, peut-être qu'on aura changé de regard sur toute cette politique, tout ça. Bon, bref, spoiler, 15 ans après, on n'a toujours pas changé de vision sur ces ouvrages, on va toujours en faire toujours plus et toujours plus vite. Mais en tout cas, c'était important, l'outil juridique nous a permis, d'une certaine manière, de mettre des grains de sable dans les rouages et d'empêcher que cette machine se déploie, enfin ce monstre se déploie comme il était prévu de se déployer au départ. Parce qu'aucun doute que si Nature Environnement 17 n'avait pas été là dès le départ sur les premiers projets qui datent des années 2000, pour être là pour contester, pour montrer qu'il y avait une opposition à ces projets, aucun doute qu'il y en aurait beaucoup plus
qu'il y en a aujourd'hui. Il y en a déjà beaucoup. Et ce qui est important, c'est au départ, quand moi je suis arrivée, et même avant, tous les projets, tout ce travail-là, tout ce combat-là a été fait dans l'indifférence la plus totale. Aujourd'hui, moi je suis hyper fière et hyper contente de voir qu'il y a plein de gens qui sont là, de voir les mobilisations. Maintenant j'habite plus sur le territoire, j'habite en Bourgogne, assez loin, mais je suis par l'actualité nationale les mobilisations, les manifestations, et c'est hyper important. Nous, à l'époque, quand on a commencé ces combats et quand MN7 a commencé ces combats, personne ne savait ce que c'était une bassine. Et puis tout le monde s'en fichait. Enfin, pas personne, mais très peu de personnes savaient ce que c'était qu'une bassine. Et du coup, ce qu'on a fait aussi, qui était hyper important, c'est qu'on a été faire connaître les dossiers. On a été organiser des réunions publiques, notamment sur les dossiers de l'ASA du Curé et l'ASA de la Boutonne. On a été organiser des réunions publiques dans les villages, donc sur les villages dans lesquels il y allait avoir ces ouvrages, pour parler aux gens qui allaient être les premiers concernés par ces ouvrages, pour leur raconter ce que c'était qu'une bassine, parce que finalement, ils ne savaient pas. Bon, alors, ça a mobilisé pas mal de gens. Ça a mobilisé aussi les irrigants qui étaient pour ces ouvrages-là et qui étaient pétitionnaires. Donc, au final, je ne sais pas si le message a été très bien reçu. Il y avait beaucoup de débats entre irrigants et écolos. Mais en fait, on a fait ce travail aussi d'aller informer la population. Et ce que vous faites encore aujourd'hui, et c'était fondamental. En fait, dans cette lutte-là, il faut faire parler de la lutte. Et donc, à Nature Environnement 17, des dossiers, il y en a, on les a comptés, je crois qu'il y en a 7. Quand on parle de la Trézance, je ne sais pas si les plus d'entre vous connaissent le barrage de la Trézance, de l'ASA de Benon, de l'ASA des Roches, de la Boutonne, de l'ASA du Curé, de la Côte de l'Eau et un Chaboisseau qui est le seul qu'on a perdu, qui était pour un agriculteur sur le bassin de la Seudre, donc très loin d'ici, qui payait tout seul sa bassine par ailleurs, un dossier un peu exceptionnel, qui ne faisait pas appel à l'argent public. Donc tous les contentieux étaient gagnés. Et c'est pas parce que c'était des dubis d'écolos radicaux fous, c'est parce que tous les dossiers étaient illégaux en droit. C'est qu'il y avait vraiment des problèmes. Avant de passer un peu à l'ASA des Roches et de vous apporter une bonne nouvelle, peut-être à la fin, je voulais dire un enjeu qui est important dans ces combats-là. En fait, c'est que je vous ai expliqué qu'on avait ce régime d'autorisation, des prélèvements, autorisation délivrée par l'administration. Et en fait, avec ces ouvrages, ce type d'ouvrage de stockage de l'eau, il y a vraiment un changement important dans la gestion de l'eau qui se fait et qu'il faut, à mon sens, absolument contrer, contre lequel il faut lutter. C'est qu'on part d'autorisations administratives qui sont délivrées par l'administration, qui sont contrôlables par l'administration encadrée et révocables, à des droits d'eau privés. Une fois, par exemple, c'est l'exemple typique de la Côte de l'Eau. On donne des ouvrages à la Côte de l'Eau, des volumes, et en fait, ce qui se passe à l'intérieur de la Côte de l'Eau, après, c'est opaque, on ne sait plus ce qui s'y passe, et l'administration elle-même n'a plus du tout volonté de contrôler, puisqu'elle est très contente de ne plus avoir ça à faire. En fait, ils sont pas... voilà. Donc, et ils organisent au sein des OUGC même des mesures, des tours d'eau, c'est-à-dire que même les arrêtés sécheresse, la réglementation de sécheresse, elle va venir en second lieu. Avant les arrêtés sécheresse, on va avoir des mesures qui vont être organisées entre irrigants. De faire des tours d'eau, moi j'irrigue à tel jour, à tel jour, et qui sont totalement, qui sont pas totalement opaques, on peut y avoir accès, mais ça change totalement la philosophie de cette manière de gérer la ressource en eau. On passe vraiment d'autorisation à des droits d'eau privés. Donc ça, vraiment, c'est une logique intellectuelle, une logique culturelle même, qui est très importante, et contre laquelle, à mon avis, il faut lutter. Très rapidement, je vais parler un peu de l'exemple de l'ASA des Roches parce qu'il est il démontre bien le type de problème qu'on a avec cette lutte juridique, puisque l'ASA des Roches, donc j'imagine que vous savez un peu tout, mais c'est 11 agriculteurs qui sont desservis par 5 réserves de substitution sur 33 hectares pour 1,5 million de mètres cubes au départ, 1 million dans les versions actuelles des dossiers. La première autorisation, je vous disais, c'est en mars 2008. Qui a été donnée, elle a tout de suite été contestée par Nature Environnement 17, mais cette contestation, la contestation de l'arrêté, elle ne suspendait pas l'arrêté. Donc même s'il y avait un recours en justice fait contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté était toujours valable, et du coup les membres de l'ASA des Roches se sont empressés de construire
ces ouvrages, donc l'autorisation était valable. Et quand le juge a annulé la décision en 2009, et il a statué vite, pour une fois, puisque 1 an de délai pour statuer sur une décision comme ça, aujourd'hui je pense qu'on n'est pas du tout à ça au tribunal administratif de Poitiers, on est plutôt à 2 ans. Donc 1 an plus tard, le tribunal juge et déclare que l'autorisation est illégale, mais les bassines étaient déjà construites, quasiment. Et ça a été terrible parce qu'en fait, là, on a vu que même si on avait eu raison en droit, eh ben, les bassines étaient faites et elles ont été exploitées illégalement à partir de ce moment-là, pendant 6 ans, jusqu'en 2015. Voilà. Donc, donc même si l'annulation a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, même si l'État a pris un arrêté un peu scélérat, dirait Patrick, qui permettait en fait parce que les chantiers ayant commencé et les nappes étaient fragilisées en fait par ces chantiers-là d'affouillement dans le sol. La préfecture a ordonné la mise en sécurité de la nappe, donc du coup de terminer une partie du chantier, et c'est ça qui a permis à la ZAD des Roches de finalement finir son chantier et de remplir et d'exploiter illégalement pendant des années. Je ne parlerai pas trop des moyens, mais après vous poserez des questions si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la contestation qui a été portée par l'association, elle portait sur beaucoup de points. Et comme ça arrive souvent devant le juge il en retient 1, il en retient 2. Pas forcément ceux qu'on aurait préférés, mais voilà, c'est pas forcément d'importance. Finalement, on fait avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire qu'on fait avec les prises qu'on a. Quand on conteste ces autorisations-là, on prend les outils juridiques qu'on a à nos dispositions. C'est pas forcément les meilleurs. On n'arrive pas forcément à dire tout ce qu'on voudrait dire. Notamment, une des grosses critiques qu'a soulevé aussi M. Amblard, c'est le modèle agricole qui va avec ces ouvrages-là. Et en fait, ça, le juge, il s'en fiche. C'est pas un moyen de droit. On peut pas dire on est contre ces ouvrages parce que le modèle agricole qui va derrière, ça ne nous convient pas, c'est délétère pour toute la société. Enfin, c'est vrai, c'est peut-être vrai, légitime, juste à le dire, mais en tout cas, c'est pas un moyen de droit. Donc, on fait avec les moyens qu'on a, et parfois, on a des décisions qui sont pas forcément très satisfaisantes, parce qu'on fait, le juge sur ce qu'on lui demande, et choisit les moyens qu'il souhaite garder. Donc, j'ai dit exploitation illégale pendant 6 ans, et là, donc là, c'est ce que j'expliquais, on pressentait, grâce à nos experts locaux, qu'il y aurait des gros impacts du fonctionnement de ces ouvrages, même en hiver, sur les milieux aquatiques, par la localisation des forages et par différentes études qui avaient été faites. Et notamment, on constatait qu'en fait, quand ils commencent à prélever, le pompage qui est très important, en fait, on est à c'est vraiment ça peut être jusqu'à 100 mètres cubes, enfin, les pompes sont vraiment énormes. Ça crée un cône de rabattement. À l'endroit où on pompe dans la nappe, ça crée un cône de rabattement et qui fait que la nappe s'affaisse vraiment beaucoup à cet endroit-là, et pas forcément un peu plus loin. Et si malheureusement il y a un cours d'eau ou une zone humide qui est située dans ce cône de rabattement, il est complètement siphonné par la nappe qui est vidée au droit du pompage. Donc évidemment, quand le pompage s'arrête, la nappe remonte, mais comme les pompages pour remplir les bassines, ça peut durer jusqu'à 2 mois continus, 60 jours de remplissage, parce que c'est tellement gros ouvrage que ça ne se remplit pas en 3 heures, ça se remplit en des semaines et parfois des mois. Je me souviens que sur la Boutonne, on était à quasiment plus de 2 mois de remplissage continu. En hiver, donc il faut quand même, il n'y a pas beaucoup de temps pour les arrêter, ils prévoient une période de remplissage qui n'est pas très grande, donc ça veut dire qu'il faut y aller, il faut pomper quoi, non-stop. Donc forcément, on conduit à l'assèchement de cours d'eau potentiellement en hiver, c'est ce qui s'est passé avec le remplissage des bassines de la ZAD des Roches, où il y a un cours d'eau, le Crépé, qui est asséché en 2 endroits, quand il démarre les pompes. Si les conditions de la nappe ne sont pas bonnes, si la nappe n'est pas pleine, le cône de rabattement, il va assécher le Crépé à 2 endroits différents. Et ça, on le pressentait, on était capable, on avait dit dans les recours, mais on l'a constaté pour de vrai. Et du coup, ça, on l'a fait constater par huissier. Je dis on, mais en fait, c'est pas Patrick qui a fait. On a fait constater par huissier, on a pris des photos, on a interpellé la police de l'eau qui ne s'est déplacée qu'une fois en de nombreuses années. On l'a demandé de se déplacer, de constater le remplissage illégal et de constater les impacts sur les milieux aquatiques. Elle s'est déplacée une fois pour le constater, alors que nous, on y allait tous les ans. Et c'est l'ASSO qui a fait tout le boulot de preuve, de documenter ce fonctionnement illégal et les impacts qu'il y avait sur les milieux aquatiques. Et ça nous a servi, à un moment, à faire condamner l'ASA pour ce fonctionnement illégal. Mais pareil, la seule prise qu'on avait, on avait déposé des plaintes qui ont été classées sans suite, qui n'ont jamais été traitées. Et du coup, je repense au procureur cet après-midi qui nous disait qu'il s'occuperait bien sûr des irrigants qui ne respectaient pas le droit, comme il s'occupait des délinquants qui dégradaient les ouvrages.
En fait, pendant des années, on a interpellé le procureur et l'administration qui n'ont rien fait pour empêcher cette exploitation illégale. Donc on a réussi à le faire via un recours indemnitaire. En fait, on a demandé réparation de notre préjudice. On a dit une exploitation qui est illégale, ça nous cause un préjudice. On veut réparation de ce préjudice. Et c'est par ce biais-là qu'on a fait dire au juge qu'effectivement, il y avait une exploitation illégale. À l'époque, ça couvrait 4 ans. Mais voilà, du coup, c'était pas forcément le meilleur outil. On aurait préféré qu'il y ait une vraie condamnation pénale ferme de ça, mais ça nous a fait plaisir quand même de gagner sur ce volet-là. Donc on a eu cette décision qui a été confirmée en appel. Donc là, on est déjà à 4 décisions administratives sur ce dossier-là. Et entre-temps, du coup, la ZADEROCH avait déposé un nouveau dossier d'autorisation, puisqu'elle voulait régulariser les vices de la première autorisation pour ressolliciter l'autorisation. Ce qui était sans doute la raison pour laquelle l'administration refusait aussi de mettre le bazar et de contrôler, parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient régulariser et qu'ils allaient obtenir une nouvelle autorisation. Donc ils ont obtenu une nouvelle autorisation en 2015, qui a été contestée à nouveau et qui a été annulée en 2018, confirmée en appel très récemment, en 2022, après une procédure un peu particulière, puisque la Cour d'appel, en 2020, elle revoit ce dossier pour la seconde fois. Elle revoit les gens de la ZADEROCH, le dossier de la ZADEROCH amené par M17. C'est dit, ça commence à bien faire ces histoires de bassines. Et elle dit, mais c'est un dossier que j'ai déjà vu. Le dossier n'est toujours pas complet sur plein d'aspects. Et là, le juge de Poitiers avait pris plus d'arguments qu'il en avait pris la première fois, notamment ces questions de remplissage hivernal et l'impact des remplissages hivernaux. Et donc le juge dit, je vous laisse encore une chance de régulariser véritablement votre dossier. Vous avez 6 mois pour régulariser le dossier, apporter tous les éléments techniques qui vous manquent sur le surdimensionnement des ouvrages, parce qu'évidemment les ouvrages, quitte à stocker de l'eau, autant en stocker un tout petit peu plus que si on avait besoin. Voilà, ce serait pas mal. Du coup, les prélèvements étaient, les volumes stockés étaient faussés, basés sur des prélèvements jusqu'à 2001. Donc, comme je vous expliquais, il n'y avait pas vraiment de contrôle avant 2006, donc c'est facile de prendre des références en 2001. Et pas sur des années de fonctionnement normales, puisque le changement climatique ayant accéléré ces 10 dernières années, prendre des références qui datent de 2001, c'est plus du tout conforme aux conditions qu'on a aujourd'hui et qu'on vit aujourd'hui et qu'on vivra demain. Donc voilà, il y a des questions de dimensionnement des ouvrages, il y a plein de choses. Et donc la Cour d'appel dit, régularisez le dossier, je vous donne 6 mois, et puis vous revenez devant moi, et puis si tout va bien, si vous êtes un bon élève, peut-être je vous donne l'autorisation. Et c'est fini. Et 1 an et demi après, le dossier, la Cour administrative d'appel reprend le dossier, parce que ça a pris finalement 1 an et demi, 6 mois c'était un peu audacieux. 1 an et demi après, elle constate qu'en fait rien n'a été fait. Que le dossier qui est présenté, qui a été passé à l'enquête publique, et peut-être que vous avez suivi ça de beaucoup plus près que moi, il y a eu un avis défavorable du commissaire enquêteur, de la commissaire enquêtrice, on dit de la commissaire enquêteur, et qu'en fait la ZADEROCH n'avait apporté aucun des éléments qu'on lui demandait d'apporter. Donc le juge de Bordeaux, apparemment avec un rapporteur assez agacé en fait, de la situation, annule la décision, purement et simplement dit, en fait je confirme la décision du tribunal administratif de Poitiers, les bassines sont illégales. Donc on est quand même à la 4e décision qui nous dit que les bassines sont illégales, à ce moment-là, et la 6e condamnation de la ZADEROCH, du coup. Et donc, du coup, la ZADEROCH se pourvoit en cassation, demande au Conseil d'État de rejuger l'affaire, de rejuger. Et c'est là où je vous apporte peut-être une bonne nouvelle, c'est pas vraiment une nouvelle en soi, mais voilà, l'audience devant le Conseil d'État, l'audience d'admission du pourvoi, parce que c'est un peu particulier, les pourvois en cassation, le juge ne se saisit pas tout de suite du dossier, il regarde si le dossier est recevable, admissible, si on lui donne à manger ce qu'il aime manger, quoi, en gros. Et il regarde si le dossier est admissible, et il avait l'audience ce matin sur l'admissibilité de ce pourvoi. Donc le hasard du calendrier fait bien les choses, et ce qui fait encore mieux les choses, c'est qu'il y avait un avocat du réseau juridique de FNE qui allait à l'audience et à qui j'ai demandé de rester 2 heures de plus pour écouter les conclusions. Et le rapporteur public conclut au fait que le pourvoi de la ZADEROCH ne serait pas admissible. Et notamment, apparemment, cette question de la non-régularisation du dossier, alors qu'on lui offrait encore une fois l'opportunité de régularisation du dossier, a pesé lourd dans la balance du juge qui est un peu excédé aussi de cette situation. Total, donc je vous disais, on a 6 décisions, bientôt 7 sur ce dossier-là. Et pour autant, les bassines sont toujours là, et toujours en train d'être remplies illégalement. Donc voilà, le droit est un outil, mais ça ne fait pas tout. Donc du coup, ma conclusion, ma dernière partie, c'est
comment on tire les leçons de cette expérience-là et de ces choses-là, comment on utilise, comment on mobilise l'outil juridique, comment on se prépare à utiliser cet outil-là. Déjà, je rappelais le travail en réseau, hein, le fait de ne pas travailler tout seul est hyper important. Je ne dis pas ça parce que je suis membre du réseau juridique de FNE, mais en fait, moi, je vois à travers ce réseau que nous, on a cette problématique-là ici, qu'il y a d'autres problématiques avec des retenues collinaires ailleurs, qu'en ce moment, c'est en train d'émerger. C'était déjà un problème avant, mais c'était pas vraiment très bien. Enfin, les associations, c'est pas pareil. Mais il y a le problème des retenues qui sont pour la neige artificielle, qui sont un gros enjeu montagne. On a une décision de suspension d'une autorisation, ce qui est quand même assez rare. Donc en fait, finalement, toutes ces luttes-là, toutes ces bonnes décisions, elles finissent par apporter des conditions pour que des projets ne se fassent pas. C'est quand même une grande victoire. Ne se fassent pas pour une retenue artificielle, une retenue pour la neige artificielle. Donc en fait, il y a tous ces dossiers partout sur le territoire qui sont un peu pareils mais pas les mêmes. Du coup, c'est important d'être un peu en lien tous ensemble pour savoir qu'est-ce qui a bien marché, comment on s'aide, comment on s'apporte les bons experts, les bons outils pour travailler. C'est hyper important. Ce qui est important, c'est de faire une veille juridique. Enfin, si jamais on veut aller dans ces dossiers-là, il faut surveiller les décisions qui sont prises. Parce que toutes les décisions sont en théorie publiées et souvent c'est la seule manière qu'on a de savoir qu'elles ont été prises. Elles sont publiées dans les recueils administratifs, des actes administratifs des préfectures. Donc c'est important de suivre ça, de faire cette veille-là. C'est important de participer dans ces instances consultatives où on n'a pas forcément envie d'aller, c'est chronophage, c'est pas forcément très très intéressant, mais où on nous présente tous les dossiers, donc ce qu'on appelle le CODERS, les clés de sage, parce qu'en fait, souvent c'est au détour de questions diverses ou de choses qu'on va entendre parler d'un dossier et que ça va nous mettre la puce à l'oreille et qu'on va commencer à investiguer. C'est là qu'on va entendre parler de futurs projets, peut-être. Donc c'est important d'y aller, d'être curieux, enfin, pas forcément d'y aller soi-même, mais de connaître les gens qui siègent dans ces commissions, qui peuvent faire remonter l'info. Voilà, l'importance du réseau, d'être pas forcément partout, mais d'être connecté. Et quelque chose que vous faites déjà très très bien, c'est d'informer la population. Parce qu'en fait, quand la population est au courant, quand elle peut se saisir de ces enjeux, on est beaucoup plus puissant. Je veux dire, c'est sûr que la lutte contre les méga-bassines, elle a pris un tournant extraordinaire avec la création de Bassines Non Merci. Et avec ces manifs, dont la première manif, une des premières manifs à Mosée-sous-le-Mignon, il y avait 3000 personnes déjà. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça a pris une ampleur, une envergure. Et aujourd'hui, ça devient un des plus gros sujets environnementaux au niveau national. C'est la question des méga-bassines. Et ça, c'est vous qui l'avez fait. Et voilà. Et donc, du coup, l'important, c'est d'agir sur tous les volets, en synergie, parce que l'outil juridique, vous voyez, parfois on gagne, mais on perd. Et parfois on perd, mais on gagne aussi. Du coup, c'est important d'agir. Là, je répéterai aussi ce qu'a dit Christophe Lambert sur le volet politique. C'est très important de réinvestir le politique et d'aller solliciter, d'aller bousculer ces décideurs. Ils sont là pour ça. Sur le volet juridique et sur le volet du financement aussi. Je sais que c'était des choses qui étaient en question, je ne sais pas où vous en êtes sur ces réflexions-là, qui étaient en questionnement il y a quelques années au sein du mouvement, de savoir comment on pouvait avoir prise sur le financement de ces ouvrages. Je sais que vous êtes allé à l'agence de l'eau, pas très longtemps, pour leur parler de ça, mais voilà, en fait, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de projet. Donc ça, c'est aussi un levier intéressant. Et puis, ce qui est important, mais que vous faites aussi très bien, c'est de construire des argumentaires pour lutter contre la communication simpliste, mais extrêmement simpliste, qui est faite autour de ces projets-là. La FNSEA, la coordination rurale, ils sont très très forts parce qu'ils arrivent à dire des choses simples et tout le monde comprend. Vous avez vu, moi j'adore les visuels de la coordination rurale, je suis désolée, mais ils sont assez jolis. Et ils sont hyper simples. Il y a des trucs avec un parapluie à l'envers qui capte l'eau de pluie et qui remplit une bassine. Et bien ça marche, les gens ils comprennent. Ah bah ouais, de l'eau de pluie dans une bassine, super. Et donc, mais c'est hyper dur d'avoir des contre-argumentaires parce qu'en fait ces dossiers ils sont compliqués, ils sont complexes. C'est pas si simple que ça. Peut-être qu'on n'est pas contre l'irrigation, on n'est pas contre le stockage, et ça c'est pas audible pour les journalistes. Politiquement, c'est pas facile à dire. Du coup, c'est hyper important de construire des argumentaires qui expliquent quels sont nos positionnements et qui luttent contre la communication simpliste et dévoyée des lobbies de l'irrigation. Et enfin, dernière chose, mais ça c'est plus mon point de vue rêveur, peut-être c'est un peu long, non ouais, c'est qu'il faut, voilà, c'est ce que vous faites, il faut construire des futurs désirables, des futurs désirables tous ensemble. Il faut réenchanter le monde, et ça on le fait comment? On le fait en construisant le futur qu'on a envie de voir, et là on a besoin des artistes. Et pour ça, on a besoin des rêveurs aussi, pour faire ça. Voilà.
faire speeder parce qu'il se fait tard quand même. Donc on va laisser la place à Nicolas. Et lui, on a l'habitude de l'entendre, alors il va faire plus court. Il a dit, mais merci en tous les cas à Cécile et Christian, c'était vraiment super hein, l'intervention. Oui, je vais essayer de faire vite parce que en effet, moi non plus je suis pas de la région, mais j'y viens de plus en plus souvent. On me conseille de prendre un appartement à Niort. Si d'ailleurs vous avez des amphithéâtres, ça m'intéresse. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis paysan, donc dans le Jura, c'est de l'autre côté de la France. Je suis éleveur de vaches laitières dans le Jura et je suis surtout porte-parole de la Confédération paysanne. Et la Confédération paysanne, on nous reproche de nous opposer aux bassines, c'est par ça que je voulais commencer, parce que, en tout cas, les camps d'en face, ils viennent d'être cités, la coordination rurale qu'on a vu un petit coup cet après-midi, et la FNSEA, les jeunes agriculteurs, en fait les autres syndicats agricoles, pour vous redonner un peu le contexte, FNSEA, jeunes agriculteurs, les deux ensemble, ils représentent à peu près 52% du monde agricole, donc 26% chacun. La Confédération paysanne et la coordination rurale sont à peu près toutes les deux à 20%, et les autres, ce qui reste, c'est à peu près le MODEF. Donc voilà à peu près les équilibres, on nous reproche clairement de nous opposer aux méga-bassines parce qu'on s'opposerait au monde agricole, on s'opposerait à nos collègues agriculteurs. Donc moi, la première chose que j'ai envie de dire, que je dis régulièrement, c'est que s'opposer aux méga-bassines, c'est tout le contraire de s'opposer aux agriculteurs, c'est leur proposer des alternatives et une vision qui va leur permettre de continuer à vivre. Les méga-bassines, c'est la même chose que les pesticides de synthèse, c'est la même chose que l'industrialisation de l'agriculture, que les mille vaches et que d'autres choses. C'est ce qui fait disparaître les paysannes et les paysans, c'est ce qui a fait, Christian a donné les chiffres de la disparition du monde paysan depuis les années d'après-guerre. C'est tous ces mécanismes-là qui ont fait disparaître et qui les font disparaître encore. Donc quand on se bat contre ça, on ne se bat pas contre les paysans, mais on se bat pour eux, avec eux. Donc nous, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on est contre les méga-bassines, c'est de défendre les paysannes et les paysans. Parce que les méga-bassines, c'est refuser en fait de s'attaquer aux causes du problème. On s'attaque juste aux conséquences, on trouve un artifice ultime pour gérer les conséquences encore pendant quelques années. On a l'impression, c'est un petit peu, on nous a dit qu'il fallait travailler comme ça, donc nous on veut continuer à travailler comme ça, donnez-nous encore 5, 10 ans, 15 ans pour pouvoir travailler comme ça, puis les suivants, ils verront bien ce qu'ils feront, quoi. Non, c'est pas notre vision du développement agricole, et c'est pas notre vision de l'agriculture et de l'alimentation qu'on veut vous fournir. Donc ce modèle-là, il est complètement prédateur des paysannes et des paysans. Il est prédateur de bien d'autres choses. Moi, ce qui m'importe en tant que syndicaliste paysan, c'est de ramener ça sur l'enjeu agricole. On a, sur l'exemple de Grand Chaban, on a le super exemple. Hein, on l'avait découvert après avoir démonté la pompe et tout, à voir qui nous attaquait en justice quand on avait démonté la pompe. Le fameux Thierry Bourret, avec un peu plus de 2000 hectares aujourd'hui. Il fait des super vidéos où il continue à défendre son modèle. Encore tout récemment, dans Mediapart, il revendique son modèle basé sur le maïs, basé sur l'irrigation, basé sur l'exportation, basé sur les volumes. Il était venu nous voir au salon de l'agriculture pour s'expliquer avec nous, et il ne comprenait pas qu'on le remette en cause, parce que tous les modèles peuvent cohabiter selon lui, les petits paysans d'un côté et les gros à côté, ça pose aucun problème. Sauf que lui, il avale les subventions publiques, il avale le foncier et il avale les droits d'eau. Lui, ça doit être 1 250 000 mètres cubes, je crois, de droits d'eau qu'il a. On a fait un petit peu le parallèle en se disant, on a un moment donné le parallèle avec le foncier, et là on fait le parallèle avec les volumes d'eau. Ça pourrait faire 50 éleveurs à 20 000 mètres cubes, ça pourrait faire 500 maraîchers à 2000. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Nous, c'est ça la question en fait. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture sur ces territoires-là? Qu'est-ce qu'on veut comme alimentation derrière? Qu'est-ce qu'on veut comme territoire? On s'oppose aux bassines également, parce que forcément, ça a été dit plusieurs fois, elles privatisent un commun, et elles ne l'offrent qu'à une minorité. Les irrigants en France, c'est entre 7 et 10% de la SAU agricole. On fait une politique là sur les bassines pour
une ultra minorité. C'est entre 7 et 10% des irrigants, et dans ces irrigants, tous ne seront pas connectés aux bassines, donc ce sera encore plus minoritaire que ça. Il y a justement une inégalité forcément très forte si on devait aller jusqu'au bout de ces projets-là. Nous, ce qu'on relève, et un des gros risques qu'on relève, c'est de se retrouver avec des tensions sur l'eau générées par le remplissage de toutes ces bassines, si elles devaient être construites, qui arriveraient encore plus tôt dans la saison que ce qui n'arrive actuellement. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver? Ceux qui seront connectés, ils auront rempli leur bassine, ils continueront à travailler, à arroser. Ceux qui ne seront pas connectés, ils se démerderont comme ils pourront. Est-ce qu'on va accepter ça, quoi? D'avoir des gens qui vont pouvoir continuer à produire, d'autres qui vont crever la gueule ouverte à côté, et qui auront financé également, quand ils sont irrigants, qui auront financé également le coût de toutes ces bassines. On a aussi l'exemple, on commence à avoir des exemples de maraîchers notamment, qui commencent à se poser des questions, qui étaient irrigants, qui étaient à la cope de l'eau, qui demandent à être raccordés à certaines bassines, et on leur dit non, ce sera pas vous. Ce sera pas vous. Vous n'êtes pas assez gros, vous n'avez pas assez de volume pour être connectés. En fait, ce qu'on apprend avec tout ça, c'est que ce qui coûte très cher dans ces méga ouvrages, c'est la multiplicité des connexions. Moins il y a d'agriculteurs, plus il y a de grandes surfaces, et bien plus c'est intéressant de construire ces bassines. Plus il y aurait de connectés, moins ce sera intéressant économiquement. Le modèle économique déjà il tient déjà par une ficelle de plus en plus fine. Faut déjà pomper, on pompe une fois de plus, on pompe en hiver, on repompe en été. Le coût de l'énergie, je l'apprends à personne, il monte en flèche. Même si les céréales le prix a largement augmenté, il y a toutes les charges également sur les exploitations qui augmentent, donc on se rend bien compte que économiquement ça tient de moins en moins. Donc l'enjeu c'est de connecter ceux qui pourraient selon eux être économiquement les plus intéressants. Donc on va éjecter les plus petits. Donc on se retrouve aussi à ce moment-là dans une inégalité de traitement. Un mensonge qu'on dit aussi régulièrement, il n'a pas été avancé ce soir il me semble, c'est le mensonge de la substitution. On nous explique qu'on va substituer des volumes prélevés en été à des volumes prélevés en hiver. Sauf que quand on regarde bien, en fait, on va être au-delà d'une substitution, c'est-à-dire qu'on aura des volumes, encore une fois, si toutes ces bassines étaient construites, on aurait des volumes prélevés qui seraient beaucoup plus importants et qui n'auraient jamais été atteints jusqu'à maintenant si on allait dans cette logique-là. Parce que ce qui a été dit ce soir, c'est que jusqu'à maintenant, quasiment tous les étés, il y a des restrictions d'irrigation qui limitent les volumes de pompage. Et les bassines, elles sont construites sur des volumes historiques, sur des volumes autorisés, non pas sur les volumes utilisés. Donc, si ils estiment que, comme c'est fait là en ce moment, les préfectures estiment qu'on peut remplir, ils vont remplir à gogo, mais ils vont remplir les volumes qui sont sur le papier, quelque part, et qui seront supérieurs aux volumes qui étaient utilisés jusque-là, régulièrement, sur ces différentes années. Donc, très clairement, pour nous, elles ne répondent pas à l'enjeu des paysannes, des paysans, elles ne répondent pas à l'enjeu de souveraineté alimentaire, malgré les éléments de langage qui essaient de passer la coopérative de l'eau, les irrigants. La souveraineté alimentaire, tout le monde se la met dans la bouche de plus en plus, mais peu de personnes savent exactement ce que c'est. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des populations à établir leur politique agricole et alimentaire pour répondre à leurs besoins. La souveraineté alimentaire, c'est pas produire plus pour aller nourrir les petits Africains à grands coups de dumping grâce aux subventions de la politique agricole commune. C'est pas ça la souveraineté alimentaire. Donc on va encore avoir besoin de faire des cours de ce côté-là. Je vais aller rapidement quand même sur nos propositions. Christian, on a déjà posé une bonne partie qui sont importantes, qui sont très justes. J'avais noté limiter le ruissellement, augmenter l'infiltration, modifier les pratiques agricoles. Très clairement, c'est les moyens les plus importants, les majeurs, pour arriver à se passer de ces bassines-là et arriver à continuer à avoir une agriculture qui permet de rémunérer ses acteurs
et de vous nourrir et d'avoir un environnement qui soit celui qu'on souhaite toutes et tous. Après, moi, il y a dans nos propositions, tu l'as dit aussi Christian, l'agriculture a besoin d'eau. Ça, c'est une certitude, l'agriculture a besoin d'eau. On va pas dire le contraire. Sauf que quand les ministres ou Christian Lambert nous disent ça, eux, ils nous disent tout de suite, voilà, l'agriculture a besoin d'eau, donc on va la mettre dans les bassines. Non, l'agriculture a besoin d'eau, donc il faut la mettre dans les sols. Ça va être ça, le gros enjeu de l'agriculture dont elle doit s'emparer. Comment est-ce qu'on arrive à mettre plus d'agriculture dans les sols? Donc ça va être complexifier, diversifier les assolements, sortir d'une spécialisation des territoires, des fermes et des cultures. Ça va être accompagner les paysannes et les paysans pour qu'ils puissent s'affranchir des pesticides. Ça va pas être forcément quelque chose de simple, il va falloir des accompagnements, mais on doit aller dans cette direction-là. Ça va être remettre de l'élevage à l'herbe et arrêter dans une logique maïs-soja. Mais encore une fois, ça va nécessiter de l'accompagnement. Et puis ça va être forcément développer l'agroforesterie. Et tout ça, toutes ces choses-là, quand je le dis, moi, quand je dis ça va nécessiter de l'accompagnement, c'est parce que ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a toutes et tous, pendant des années, au travers non seulement des politiques publiques, mais également de nos actes d'achat des uns et des autres, on a poussé à ce que l'agriculture cherche à produire plus à moins cher. C'est ce qui a été fait avec les politiques agricoles communes. À un moment donné, c'était, entre guillemets, louable, sorti de la guerre, il fallait produire plus, il fallait nourrir l'Europe. On n'a pas su s'arrêter à un moment donné, mais personne n'a haussé le ton, j'allais dire, suffisamment pour dire aujourd'hui il faut s'arrêter, et l'enjeu n'est plus de produire plus à moins cher, mais il est de produire mieux. Et à un moment donné, il va falloir aussi que on fasse comprendre aux paysans que oui, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Parce que ça, c'est la réalité quand même. La plupart ont fait ce qu'on leur a demandé depuis la sortie de la guerre. Produire plus, produire à moins cher, s'agrandir. C'était ça quelque part le deal. Et maintenant, il va falloir changer le deal. Il va pas seulement falloir dire aux paysans, ben, vous êtes des cochons, vous êtes des mauvais paysans et vous ne prenez pas les mesures qu'il faut prendre, sauf que personne, aucune politique publique aujourd'hui n'est à la hauteur pour leur permettre de prendre ces mesures-là. Sortir des pesticides, ça nécessite du temps, de la technique, ça nécessite plus d'emplois sur les fermes, et ça, c'est, j'allais dire, contre-indiqué par la politique agricole commune. La politique agricole commune, elle nous dit clairement, ben, si tu veux un revenu, il faut t'agrandir, il faut manger ton voisin, il faut produire plus, ça va être ça la logique. Donc, aller à contre-courant, ça va être possible que pour une minorité d'agriculteurs, et si on veut que ce soit quelque chose, un mouvement majoritaire, il va falloir des politiques publiques et il va falloir une pression citoyenne pour que ces politiques publiques changent et aillent dans une autre direction. Et au-delà de la seule politique publique qu'est la politique agricole commune, il y a également toutes les politiques commerciales. C'est-à-dire que l'agriculture est soumise à une loi de la concurrence, qu'elle soit au niveau européen ou mondial, et la logique qu'on nous impose aujourd'hui, c'est, encore une fois, de produire plus à moins cher pour être concurrentiel sur les marchés mondiaux. Moi, je vais prendre mon exemple, je suis producteur laitier. J'ai la chance d'être dans une région où on produit un super bon fromage, où on produit du comté, mais ce comté, il est maîtrisé en termes de volume. Il y a une maîtrise de l'offre qui est permise par les règlements européens. D'ailleurs, quand on discute de la PAC qui va se mettre en place, qui a été décidée par le précédent ministre de l'Agriculture, il y a eu un diagnostic de fait qui disait mais c'est super bien, c'est gestion de volume, c'est gestion de l'offre dans les AOP des territoires alpins et jurassiens notamment. Ça permet aux paysans d'être mieux rémunérés, ça permet d'avoir plus de renouvellement, ça permet d'avoir des territoires dynamiques. Enfin voilà, il y avait tout un laïus positif. Par contre, il n'en a été tiré aucune conclusion politique pour dire que cette régulation des volumes qui marche chez nous pouvait être quelque chose à chercher à généraliser sur d'autres territoires et d'autres produits. Au contraire, on est depuis les années 90 dans une logique de dérégulation
des volumes, de tout livrer au marché. Et le seul pays aujourd'hui, en termes de production laitière, qui continue à avoir une gestion des volumes, c'est le Canada. Par contre, il est attaqué régulièrement, et encore tout récemment, par sa politique commerciale, notamment avec les États-Unis, qui estiment que les quotas laitiers canadiens sont une entrave au commerce et doivent sauter parce qu'ils ont signé un accord de libre-échange. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que l'agriculture est dans ces schémas-là, et tant qu'on ne sortira pas de ces schémas-là, ce sera quelque part trop facile de dire aux paysans, mais changez, faites autre chose, faites autrement. Eh bien, faites autrement, c'est pas si simple, parce que pour faire autrement, il faut avoir un revenu, il faut avoir une possibilité de faire ces évolutions. Parce que aujourd'hui, le revenu paysan, sur 100 € que nous consommons tous en denrées alimentaires, on a entre 6 et 7 qui reviennent au monde agricole. Tout le reste, ça part sur les intermédiaires. Donc il y a quelque chose aussi à faire de ce côté-là, parce que on ne veut pas, et on sait bien que l'ensemble de la population ne pourra pas augmenter indéfiniment ce qu'elle va payer en matière d'alimentation, et tout le monde ne peut pas accéder à une alimentation biologique ou de qualité, etc. Et par contre, l'ensemble de ce qu'on mange toutes et tous devrait permettre de rémunérer les agriculteurs qui produisent. Et aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Donc tout ça, ça devrait permettre, tout cet ensemble de mesures économiques, de protection économique, que ce soit au niveau international ou national, ça doit permettre de donner un peu de souplesse et un peu de moyens au monde agricole pour faire évoluer ces pratiques. Après, il faudra une volonté politique, une volonté des acteurs de terrain de l'agriculture de faire évoluer leurs pratiques. Nous, on pense que en matière de gestion de l'eau et notamment d'irrigation, il y a 5-6 mesures qui pourraient être prises rapidement, qui pourraient également permettre d'avancer sur une gestion de l'eau plus sobre, plus équitable et plus en lien avec les capacités de notre environnement et de la ressource à être gérées collectivement. La première, ce serait d'imposer des plafonds d'irrigation par ferme. Ces plafonds qui soient calculés en termes sur les fermes en regardant le nombre d'emplois, en regardant la surface agricole, en regardant la production qui y est faite et en favorisant forcément les productions alimentaires, les productions relocalisées, les productions qui alimentent directement, qui participent directement à la souveraineté alimentaire. Il faut aussi pour ça revoir les volumes historiques, parce qu'aujourd'hui quand on a des paysannes ou des paysans qui veulent s'installer, eh ben, on n'est pas toujours capable de leur redistribuer des volumes d'eau. Même quand c'est des maraîchers, quand on sait bien qu'on ne pourra pas faire pousser des légumes en plein été sans pouvoir les arroser. Et ça, si on ne revoit pas les volumes historiques qui ont été distribués à un moment donné, on ne pourra pas arriver à réinstaller des paysannes et des paysans et aller vers ces objectifs de souveraineté alimentaire. Ensuite, il faut faire valider et reconnaître et mettre en place des priorités d'usage de l'eau en agriculture. Christian a parlé des usages de l'eau de manière générale, mais au sein de l'agriculture, il va falloir en valider certains. Avec nous, on met au-dessus l'abreuvement du bétail, on met ensuite l'irrigation de production alimentaire à forte valeur ajoutée sur les fermes et sur les territoires, et ensuite ce qui sera production de semences, et ensuite ce qui sera production en direction de l'alimentation du bétail. Donc on voit bien qu'on devrait arriver à complètement retourner les priorités qui sont mises en place actuellement. Ensuite, il faudrait, plutôt qu'un financement public de l'agence de l'eau sur les bassines, un financement public de la transition agricole et d'autres pratiques agricoles, que ce soit sur l'agriculture paysanne, que ce soit sur l'agriculture biologique, que ce soit sur des mesures de transition et de développement de l'agroforesterie, plantation de haies, etc. Enfin, tout ça, ça devrait être mis en place par notamment les agences de l'eau. Et enfin, les deux derniers qui sont liés également, c'est une gestion beaucoup plus transparente et démocratique de toute cette question de l'eau agricole, et pour qu'il y ait
cette gestion plus transparente et démocratique, il faut déjà un moratoire sur les méga-bassines. Il faut arriver à stopper ce qui est en train de se mettre en route ici et rouvrir des discussions plurielles, élargies, et pas seulement comme elles ont été basées sur le barème de l'eau, où en gros c'est non seulement les agriculteurs, mais les irrigants. C'est eux qui dirigent les discussions sur la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Alors que comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, les irrigants en France c'est moins de 10% de la surface agricole utile. Donc on ne peut pas faire une politique d'intérêt général autour de l'eau avec seulement et en majorité les irrigants autour de la table. Il faut l'ensemble des agriculteurs et il faut l'ensemble des composantes des territoires pour choisir son agriculture, choisir son alimentation et choisir la manière dont on veut que ce territoire continue à vivre. Donc voilà, ça pour nous c'est les grandes priorités, ces plafonds d'irrigation, revoir les historiques, les usages d'eau de l'agriculture avec certaines priorités et stopper ces méga-bassines. Ça c'est quelque chose de pas nouveau. Ouais, je vais dire, tout le monde a entendu la question, pas forcément. C'est savoir en gros si les mouvements autour des méga-bassines ont permis déjà de faire bouger plus de paysannes et de paysans sur leurs pratiques et de leur faire connecter un petit peu que l'enjeu de l'évolution des pratiques est fondamental, et puis savoir un peu si et comment vous pourriez, vous en tant que citoyen, aider la Confédération Paysanne à être plus forte. Voilà. C'est des débats qu'on a régulièrement. J'allais dire, historiquement, la Confédération Paysanne, on a 30 ans en termes de syndicat. C'est un syndicat qui est relativement jeune. Hein. Le syndicalisme le syndicalisme unique dans l'agriculture, c'était quelque chose qui a été ancré pendant très longtemps. Et il y a eu une percée, j'allais dire, de la conf au moment du démontage du McDo, fin des années 90, début des années 2000. On est monté, je crois, à 26% de représentativité au niveau national. On pensait que ça allait à ce moment-là continuer à augmenter et puis pouvoir renverser la table à un moment donné. Et c'est revenu à un niveau d'équilibre qui semble être celui-là, autour d'une vingtaine de pourcents. Faut savoir que dans le monde agricole, il y a les idées, mais il y a aussi l'attachement à un certain syndicalisme historique. Quand on est un petit peu attaqué, on va resserrer les rangs et puis on va se tenir chaud tous ensemble. C'est un peu la sensation que moi j'ai autour de la FNSEA, qui a une capacité à faire rentrer les gens à la maison et leur dire non mais c'est ici qu'on va mieux vous protéger qu'ailleurs. C'est aussi, faut se dire aussi les choses, c'est aussi difficile d'être un paysan minoritaire au milieu d'agriculteurs qui se revendiquent de la grande maison et de diriger le ministère de l'Agriculture, parce que c'est la réalité. Donc comment on peut faire j'ai pas vraiment la solution de comment est-ce on va pouvoir arriver à faire grimper la Confédération Paysanne. Moi je pense sincèrement que ce qu'on est en train de faire là autour des bassines, même si ça nous chahute, y compris en interne, c'est pas toujours simple de se dire on va être à la pointe du combat. Quand on est dans les chambres d'agriculture, nos élus chambres d'agriculture qui sont très minoritaires, Dominique est là, il en sait quelque chose. On en prend plein la gueule par ceux d'en face, parce qu'on s'attaque aux biens privés, parce qu'on s'attaque à d'autres agriculteurs, parce qu'on les empêche de produire en paix, parce qu'on va les empêcher de nourrir le monde, parce qu'on va les empêcher de bâtir la souveraineté alimentaire, etc. Donc c'est régulièrement difficile, mais moi je pense sincèrement que ce qu'on est en train de faire là va donner un écho, peut-être pas tout de suite, mais aux batailles de la Confédération Paysanne et à la nécessaire prise de conscience que une majorité de citoyens ne sont pas là pour
emmerder les paysans et les empêcher de travailler, mais sont là pour les soutenir, pour leur permettre d'avoir une vie plus agréable, un travail plus rémunérateur, qui fait plus de sens, etc. En tout cas, moi, c'est tout ça que je ressens ici au travers de cette bagarre. C'est tout ça que je ressens quand on travaille la PAC avec le collectif de Pour une autre PAC, qui est très large, avec différentes organisations. Je ressens vraiment une attention à la Confédération paysanne, aux paysannes et aux paysans, à leurs difficultés. Et ça, il va falloir qu'on continue de le travailler, et c'est ça qui va permettre à d'autres de se rendre compte que vous n'êtes pas contre les paysannes et les paysans, mais bien à nos côtés et en capacité de faire passer un cap et de faire changer les choses. On travaille bien avec certains enseignants, mais les lycées agricoles, ils sont aussi tenus, l'enseignement agricole public au sein du ministère de l'Agriculture, il est aussi tenu par le syndicalisme majoritaire, la FNSEA. Dans le privé, c'est également pareil. Après, on a des super échanges et des super travaux avec les enseignants. Le SNETAP FSU, qui est le syndicalisme majoritaire dans l'enseignement agricole public, on travaille super bien avec eux. La FSU, c'est eux aujourd'hui qui ont déposé la manif. Le SNETAP, ils travaillent avec nous sur la PAC. On travaille avec eux sur justement la refonte de l'enseignement agricole. Et dans certains territoires, comme nous dans le Jura, on arrive dans les classes de BTS à aller faire des diagnostics agriculture paysanne, c'est-à-dire c'est des diagnostics qui sont fondés sur un peu le projet politique de la conf, et de leur faire toucher d'autres réalités. Mais ça dépend des enseignants qui sont là, ça dépend du corps enseignant et du directeur, et de la capacité d'accepter à ce que la conf rentre ou ne rentre pas dans les classes et viennent voir les élèves. Et ça, c'est encore bien souvent la mainmise des jeunes agriculteurs et de la FNSEA dans l'enseignement agricole. Donc c'est encore difficile. Mais il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent dans les programmes autour de l'agroécologie. On parlait tout à l'heure avec mon voisin de Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll a pas fait que des conneries. Il a aussi mis en place l'agroécologie. Et l'agroécologie dans l'enseignement agricole, c'est aussi une porte d'entrée autour des changements de pratique. Au niveau local, là, c'est l'ADR ternaire. On est sur... en fait, ça correspond un peu à l'ancien Poitou-Charentes. Et on va dans les écoles, on va aussi dans les maisons familiales pour faire, comme tu dis, Nicolas, parler des diagnostics agriculture paysanne, puis parler d'une autre façon de travailler le sol, d'une autre façon d'être agriculteur. Donc voilà. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est il y a 20 ans, il s'est créé, ça s'est fait au Larzac, la création des Amis de la Confédération paysanne. Donc il y en a un certain nombre qui sont là et qui étaient présents aussi à la manif, au soutien au jugement de La Rochelle. Hein. Les Amis de la Conf vont fêter leurs 20 ans au Larzac cet été. Et donc pourquoi les Amis de la Conf? C'est tout simplement pour apporter un soutien aux paysans, parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Donc on a cette chance-là, nous, à la Confédération paysanne, d'avoir des citoyens qui décident à un moment donné de nous aider, de réfléchir aussi avec nous sur des alternatives. Voilà, c'est une belle aventure. Et puis on a donc en Charente-Maritime, on a créé des Amis de la Conf, c'est redynamisé, il y a déjà une 50aine d'adhérents. Puis les Deux-Sèvres, je crois que c'est en train de naître, là, il y a quelques adhérents là, qui sont pas loin d'être des futurs moteurs d'Amis de la Conf de Sévry. Hein.